Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8 heures pour bien commencer la semaine. Avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un maximum de likes sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Pour plus d'informations, d'articles et de ressources sur l'investissement, n'hésitez pas à aller consulter le site www.iq-invest.fr développé par Hugo. Alors, petit disclaimer avant de commencer l'émission, nous ne sommes pas des conseillers financiers et cette émission est à but informatif. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Donc, soyez responsable de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Donc, faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Sur ce, Hugo, dis-nous aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Écoute, on va parler d'un sujet qui sort un peu de la bourse à proprement parler, même si c'est connexe, puisqu'on va parler du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, je pense que vous connaissez un peu le principe si vous vous intéressez à la bourse, à l'investissement. Donc FIRE, c'est l'acronyme, ça veut pas dire feu, hein, c'est l'acronyme de Financial Independence Retire Early. Donc grosso modo, indépendance financière, retraite anticipée. Donc on va voir dans le podcast un peu les différentes, enfin en tout cas les origines du FIRE, comment est-ce que ça a commencé, les différents types de FIRE, et surtout on va vous dire en fin de vidéo quelles sont, enfin en fin de podcast, quelles sont nos approches à titre personnel, donc ton approche et mon approche du mouvement FIRE, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on applique comme stratégie. Et d'ailleurs, avant de commencer, Jean, est-ce que t'aurais pas un nouveau matos sympa à nous montrer en caméra Ouais, là? t'as Parce vu, que je vois que ton petit micro bras rode? flotte. Je vois que ton micro flotte alors qu'avant il était posé sur le gros pied là. Sur le pied branlant qui arrêtait pas de tomber là. Non, non, là j'ai quand même investi 115 euros quand même, les amis, ce n'est pas rien. Donc, non, non, petit bras rode. Et mine de Ouais, rien, c'est vachement on est pratique. tous Ça les évite que deux le truc. en bras rod Ouais, maintenant. On va pouvoir enfin voilà. avoir le double bras quand on fait les podcasts en physique et ne plus avoir le gros truc en plein milieu comme la dernière C'est fois. clair. Non, non, mais la chaîne grandit, donc faut que le matos suive également, hein. Tout ça, c'est grâce à vous, les amis. Donc merci beaucoup. Puis ça donne toujours, forcément, quand on a plus de matos, ça donne toujours, enfin, ça donne plus envie de continuer de faire toujours plus de meilleurs contenus. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est parti. Bon, le Est-ce que mouvement tu veux Fire, nous introduire un ouais, peu le le sujet? ouais, absolument. Donc le mouvement Fire, bon, ça va être un sujet plutôt pertinent aujourd'hui, hein, car il peut être difficile d'imaginer notre avenir. En une inflation grandissante, on le sait aujourd'hui, l'évaporation de notre épargne sur le long terme, c'est bien réel, hein. 20 000 euros qui étaient placés sur le livret A il y a 20 ans, aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose. Alors les 20 000 seront encore inscrits, mais vous pourrez beaucoup moins faire de choses avec ces 20 000 euros. On parle aujourd'hui de plus en plus de crises économiques et sociales qui sont toujours plus nombreuses et violentes, hein, d'ailleurs. On parle notamment des gilets jaunes en France, des camionneurs au Canada, hein, on en avait fait pas un podcast, mais on en avait parlé plusieurs fois des camionneurs. Dans l'épisode justement, qui peut être d'ailleurs un bon complément, l'État peut-il voler votre épargne? Je pense que c'est assez complémentaire avec le sujet d'aujourd'hui. Il y avait 2 Donc épisodes pour au d'ailleurs fin sur Ouais. sur cette série. Ouais. C'est ça. Pour au final, avoir une retraite toujours plus mince, hein. Faut savoir que la médiane en France de la retraite, c'est 1 850 € et un âge de départ, je pense que vous le savez si vous regardez un peu l'actualité, qui est toujours plus rallongé. On était à 62 ans, on est passé à 64. Pour aujourd'hui, ça serait plutôt 67. Je pense, enfin moi personnellement j'ai 24 ans, je pense que d'ici 30 ans, on sera très loin des 67 ans. Donc, bien évidemment, avec un État obèse qui taxe toujours plus et qui impose toujours plus ceux qui travaillent et ceux qui essaient d'entreprendre, ça devient compliqué. Donc, aujourd'hui, il va falloir essayer de faire sa propre retraite et ne pas compter sur l'aide de beaucoup de personnes, compter sur soi-même, c'est le plus important. Donc, ça va être un peu le sujet du podcast aujourd'hui. Tu veux nous présenter le mouvement FIRE, Hugo? Tout à fait, effectivement. Dans le podcast, donc on va voir qu'est-ce que le mouvement FIRE, les différentes approches, comment atteindre le FIRE et nos 2 approches personnelles, comme on vous l'a dit. Mais du coup, le mouvement FIRE en lui-même, donc Financial Independence Retire Early, donc indépendance financière, retraite anticipée.
remonte aux années 90 aux États-Unis, lorsque Vicky Robin, donc c'est une femme qui est co-autrice avec Joe Dominguez, explique et popularise, en tout cas définit le mouvement FIRE dans un livre intitulé Your Money or Your Life. D'ailleurs, personnellement, je ne savais pas du tout que ça venait d'un livre, le mouvement FIRE, et je Non l'ai plus. ajouté à mon panier Amazon. Il sera dans la prochaine fournée de livres à acheter. Et le livre donc a été publié pour la première fois en 92. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait peut-être un podcast sur ce livre, si on l'achète et on le lit. Ça pourrait être intéressant peut-être d'en débriefer pour faire suite à ce podcast. Mais donc le livre a été publié en 92 et il est considéré comme le manifeste fondateur du mouvement FIRE. Il propose une approche radicalement différente de la gestion financière personnelle, notamment en mettant l'accent sur la simplicité, donc c'est-à-dire avoir un mode de vie simple, ne pas forcément acheter 40 000 choses, en gros aller à contre-courant de la société de consommation, la réduction des dépenses et l'augmentation des économies, donc le fameux taux d'épargne dont on va reparler, pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible. Donc le FIRE repose sur 2 piliers, l'indépendance financière qui consiste à accumuler un capital suffisant pour vivre de ses investissements. En général, il y a 2 leviers principaux pour accumuler du capital, la bourse ou l'immobilier, et la retraite anticipée, donc en gros quitter son travail plus tôt que l'âge légal de la retraite, donc généralement à 40 ou 50 ans, voire 60 ans, puisque maintenant même une retraite à 60 ans, c'est une retraite anticipée. C'est Voilà, clair. globalement, est-ce que comment s'est popularisé le mouvement FIRE, Jean? Bah écoute, le mouvement FIRE, donc bah déjà par le livre, hein, premièrement, qui a été publié, mais ensuite le concept d'indépendance financière et de retraite anticipée, autrement dit FIRE en anglais, a connu une explosion de popularité à partir de 2011. En grande partie grâce à Peter Adonay, alias Mister Money Moustache. Donc en fait, Adonay a lancé son blog dans le but de démontrer de manière concrète et pratique que le FIRE était accessible même avec un revenu moyen. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, lui justement, il va vraiment montrer aux gens que c'est possible. Parce que Peter, donc Peter Adonay, n'était pas un entrepreneur millionnaire, mais un simple ingénieur en logiciel. Il n'avait pas reçu un gros héritage. Vraiment, il s'est fait tout seul et il va nous prouver par A plus B que le FIRE, c'est possible. En fait, ce qui rend son histoire particulièrement inspirante, c'est qu'il a réussi à prendre sa retraite à l'âge de seulement 30 ans. 30 ans, les amis, hein, ça veut dire que C'est fort, hein. là, c'est pire que la RATP, hein. Après avoir accumulé environ 600 000 dollars en capital. Donc Bah, la il devait être méthode chez ses Adonai parents. est... Ouais, je pense honnêtement. La méthode d'Adonai pour atteindre cet objectif était simple, mais vous allez voir, assez rigoureuse et très très cartésienne. Déjà, premièrement, comme tu l'as dit en haut, il fallait avoir un taux d'épargne élevé. Adonai épargnait entre 50 et 70% de ses revenus. Et ce taux d'épargne donc extrêmement élevé lui a permis d'accumuler rapidement un capital quand même assez substantiel, une sacrée somme, en réduisant drastiquement ses dépenses et en investissement la majorité de ses revenus. Du coup, avec tout ça, il a pu construire une base financière solide en un temps relativement court, parce que forcément, 30 ans, il n'a pas commencé à 16 ans. Il a commencé tout s'est passé sur à peu près une dizaine d'années. Donc, un gros taux d'épargne, il a épargné et cette épargne, il l'a placée en investissement pour que ça génère des revenus. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être la vie frugale, hein. Pour partir en retraite à 30 ans, il faut pas avoir une vie de showbiz et une vie de roue-ni, comme on dit, pendant 10 ans. Donc il a eu une vie, assez frugale et Adonai adoptait donc pour une vie, sans consommation à outrance, ce qui signifiait qu'il évitait les dépenses inutiles et de se concentrer sur l'essentiel. En gros, les besoins primaires, hein. Je pense que c'était se loger, se vêtir et se nourrir. Il privilégiait les choix économiques comme la réduction des coûts de logement, de transport et de loisirs, parce qu'on va peut-être en reparler plus bas, mais le transport, on le sait, dans un ménage, la voiture, c'est un des coûts principaux, je crois. Et les loisirs, forcément, si vous allez au parc Astérix une fois par mois, c'est 90 ou 120 euros. Enfin, ça reste quand même un coût assez substantiel. Tout en maintenant une qualité de vie satisfaisante. Alors là aussi, tout est relatif. Lui, sa qualité de vie était satisfaisante pour lui. Je ne pense pas, moi, personnellement, que j'aurais pu supporter ça 10 ans. Bref, on va en reparler plus tard. Cette approche lui a permis de vivre bien en dessous de ses moyens,
en augmentant ainsi sa capacité d'épargne et d'investissement. Et donc, il a démontré que le FIRE était accessible, même pour ceux qui avaient des revenus moyens, et Adonai a contribué à populariser ce mouvement et à en faire un mode de vie plutôt attrayant pour de nombreux individus cherchant à échapper à la routine du travail conditionnel, traditionnel plutôt, excusez-moi. Parce qu'en fait, Tout à fait. tout est disponible hein, sur Internet si vous voulez aller voir. Monsieur Money Moustache, c'est un blog et tout va être Bon, alors expliqué. c'est old C'est school, hein. vachement bien fait. Ouais, c'est old school, c'est en HTML, les amis, hein. Mais, non, c'est assez old school, mais en tout cas, c'est sympa parce que vous avez plein comment dire, de guides sur bah, comment épargner un maximum. Enfin, c'est américain, donc vous imaginez bien que c'est poussé à l'extrême. Sur ce, Hugo, dis-nous, parce qu'il y a une règle fondamentale. Il n'y a pas de fire si Tout on à fait. ne respecte pas cette règle. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter? Tout à fait. En fait, il y a un peu une règle de base qui est la règle des 4% qui est souvent reprise dans le mouvement FIRE et qui constitue un peu un objectif, un cap, puisque comment savoir combien de capital est-ce qu'on a besoin pour vivre, pour accéder à cette retraite anticipée? Eh bien, c'est une théorie qui date de 94, donc peu après la sortie du premier livre d'ailleurs sur le mouvement FIRE, élaboré par un CGP, donc un conseiller en gestion patrimoine américain qui s'appelle William Bengen, que je ne connaissais pas, mais apparemment il est vachement connu aux États-Unis. Et cette théorie est souvent appelée donc la règle des 4% et permet d'estimer combien d'argent un retraité peut retirer chaque année de son portefeuille d'investissement sans risquer d'épuiser son capital sur 30 ans. Grosso modo, vous avez une somme, par exemple 1 million d'euros de capital. Tous les ans, vous pouvez retirer 4%, donc 40 000 euros, vivre de ces 40 000 euros. Donc 40 000 euros, c'est un salaire tout à fait raisonnable hein, annuellement en France. Donc tu vois qu'avec 1 million de capital, 40 000 euros par an, tu peux tout à fait vivre de manière confortable. Et cette théorie veut que si tu retires seulement 4%, eh bien ton capital va continuer à croître d'année en année et théoriquement tu ne devrais jamais arriver à zéro et même il va préserver sa valeur, voire il va continuer à croître. Donc selon William Bergen, donc on peut retirer environ 4% de son portefeuille par an, et cette conclusion repose sur deux hypothèses. Un, l'inflation, puisque Bengen estime une inflation annuelle comprise entre 2 et 3%, en sachant que c'est crucial hein, dans l'hypothèse, puisque si l'inflation est plus élevée, comme aujourd'hui notamment, où on a eu des taux d'inflation à plus de 6, 7, 8%, bah, ça peut complètement fausser l'hypothèse, puisque forcément là vous vous retrouvez directement dans le rouge. Et la deuxième hypothèse, c'est le rendement du portefeuille, puisqu'il suppose également un rendement annuel moyen de 8,5 à 9% par an pour le portefeuille d'investissement, ce qui est historiquement à peu près le rendement annuel moyen du S&P 500 depuis plus de 100 ans. Donc c'est tout à fait raisonnable de partir sur cette hypothèse. Pour moi, il y a juste l'inflation qui est peut-être un petit peu sous-estimée. Et d'ailleurs, la règle des 4% fait souvent débat. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ce serait plutôt 3% en fait qui serait le plus confortable, voire 2%. Mais là, effectivement, on Ça commence change tout, hein. à ça change tout parce que 3%, on passe de 40 000 à 30 000 euros par an pour un patrimoine de 1 million d'euros et 2%, on passe à 20 000 euros par an. Donc, il faudrait, pour avoir la même somme, avoir le double, avoir 2 millions de capital. Et donc, en suivant cette règle, le retraité peut bénéficier de plusieurs avantages. Donc, un, la préservation du capital. En retirant seulement 4%, on minimise le risque d'épuiser le capital, même en tenant compte de l'inflation. Mais on minimise encore plus si on passe la règle à 3 ou 2%. Et la croissance du capital, puisque les points de pourcentage de rendement qui ne sont pas utilisés, donc si on gagne du 8 et qu'on retire 4, on a 4 points qui servent à faire croître le capital. Si on enlève à ça les 2% d'inflation, il reste 2 points de pourcentage qui servent à faire croître le capital. Et donc, ces points de pourcentage en plus viennent s'ajouter au capital, ce qui lui permet de continuer à croître dans le temps et de ne pas s'épuiser. Ouais. Ah, c'est drastique quand même. Moi, franchement, la règle des 4%, bah, c'est une règle fondamentale, mais ça n'empêche que, à mon avis, elle doit être assez dure à mettre en place parce que, comme tu as dit, l'inflation aujourd'hui elle est plus élevée. Et à mon avis, si on connaît une période qui tu sais, assez prolongée avec une inflation qui est toujours plus, comment dire, en numéraire toujours plus importante, t'as vite fait de te faire, t'as vite fait de commencer à taper dans ton capital en fait, hein, C'est ça. si t'as C'est mal pour ça prévu que la somme de départ. ouais, c'est pour ça que 3% voire 2%, ça paraît être quand même beaucoup plus safe. 4%, c'est vrai que c'est un montant qui est assez élevé. Mais encore une fois, 2 ou 3%, ça veut dire qu'il te faut un sacré capital de départ, tu Ouais, vois?
Et Mmh. mine de rien, le but, c'est de partir le plus vite en retraite. Sauf que le temps d'avoir ce capital-là, pour enlever 2, ah, tu vois, ça va forcément prolonger ton temps. Vous voyez, hein, les amis, c'est vraiment beaucoup de réflexion parce que le mouvement FIRE, il y a vraiment les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les gens qui comprennent pas. Euh, je pense qu'on va débriefer un peu au fur et à Bah, mesure de ça justement, jusqu'à la conclusion il y où a il y aura plusieurs notre approches. conclusion. Il y a plusieurs Il y a approches, il y a plusieurs absolument. approches. Il y a plusieurs approches de voir le FIRE. Euh, Tout dépendra des sacrifices et des efforts que bah, nous sommes prêts à faire pour y arriver. Et bah, surtout, bah, par rapport à notre objectif final, est-ce que c'est de partir en retraite à 30, 40, 50, 60 ou 100 ans? Voilà, tout ça, bah, ça va dépendre de différentes approches. Donc la première approche, c'est le Lean Fire, Lean LEAN, hein, c'est vivre avec le strict minimum. Donc cette approche prône un mode de vie très minimaliste et frugal, où les dépenses sont réduites au minimum et se cantonnent aux besoins vitaux. Vous voyez la pyramide de Maslow, vous prenez les 4 premiers tickers, enfin les 4 premiers paliers et c'est tout. Donc les loisirs et les plaisirs sont limités, on pourrait même dire annulés dans la plupart du temps. Donc pas de café sur l'aire d'autoroute quand vous partez en vacances. De toute façon, il n'y a pas de vacances. Et voilà, pas de voyage. Donc l'objectif principal est d'atteindre l'indépendance financière avec un capital plus faible en minimisant les dépenses pour vivre avec un budget minimal. Bon, ça veut dire que le Lean Fire, il y a très 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 peu de dépenses pour avoir un maximum de capital, mais surtout pour se constituer le capital le plus vite possible pour vite partir en retraite. Mais ça implique énormément de sacrifices. Par exemple, ce qu'on peut donner en exemple, hein, c'est la van life. Parce que vous le savez, avoir une maison, un bel appartement en location ou même à l'achat, ça demande quand même pas mal d'argent. Donc, il y a une solution alternative, c'est la van life. La van life, hein, on adopte un mode de vie nomade en vivant dans un van ou un camping-car. Forcément, un camping-car, vous pouvez en trouver à 40, 50, 60 000 euros, alors qu'une maison, bah, à mon avis, en dessous de 150 000 en France, il y a absolument rien. Et vous êtes obligé de souscrire un crédit. Donc ce choix permet d'éliminer les coûts de loyer et de réduire les dépenses excessives, tout en évitant de s'endetter lourdement. Parce que pareil, hein, si vous optez pour la van life, il n'y a pas de charges trimestrielles, il n'y a pas de, tu sais, les charges locatives, il y a pas de Oui, il taxes, y a pas la taxe foncières et foncière, cetera. il y a pas oui, Voilà, effectivement. T'as pas la ça toiture c'est qui vraiment fuit à réparer. Bon, après, t'as peut-être ta courroie le de pneu à distribution, changer. des trucs, ouais, tu un pneu à Ouais, changer, une vidange à faire, mais voilà. si tu touches Ensuite, un bah, il peu y a en la mécanique, ça peut être rentable, quoi. ouais, Après, faut aimer bah, ça, vaut hein. mieux, hein. Ouais, Faut faut aimer aimer ça. ça. En autre exemple, ce qu'on peut donner, c'est la tiny house, d'ailleurs, qui cartonne en ce moment, mais plutôt dans un concept d'y loger 1, 2 jours. C'est plutôt une expérience qu'un style de vie, selon moi. Mais en gros, la tiny house, c'est habiter dans une maison bah, toute petite, hein, d'environ 15 à 30 mètres carrés, dont le coût peut être aussi bas que 30 000 euros. Donc, mais par contre, c'est intéressant de souligner qu'il y a quand même des tiny house qui sont super sympas. Il y avait pas mal d'émissions là-dessus sur Arte notamment. Et c'est un concept qui cartonne aux États-Unis et même surtout dans un système de Airbnb en fait en France dans des régions sympas. Tu vas pas faire une tiny house à Auxerre. J'ai rien contre Auxerre, mais bon. Voilà. Cette option permet de réduire considérablement les coûts de changement, les coûts de logement. On n'est pas en stock picking, excusez-moi. Les coûts de logement qui représentent souvent plus de 35% du revenu brut des ménages en France. Donc c'est quand même un coût qui est assez substantiel pour les ménages. Donc voilà, ce sont des solutions alternatives, la Vine Life, la Tiny House. Et ensuite, la troisième solution, c'est l'expatriation. Choisir de s'installer dans un pays où le coût de la vie est faible, comme le Portugal, l'Indonésie ou la Thaïlande par exemple, plutôt que dans des pays plus coûteux comme la France ou les pays nordiques. Forcément, faire un Fire en Islande où, ton panini il coûte 15 $, enfin 15 € islandais, c'est pas gérable. Donc, profiter de Ou en la Suisse. devise, les devises ouais, voilà, c'est ça. Profiter de la devise, faible qui est l'Indonésie ou la Thaïlande, où là, si vous partez avec, 100 €, vous êtes le roi du monde. Mais, voilà.
c'est assez compliqué dans des pays comment dire, où tout est cher de base. Bah, tu vois, la France, typiquement, on se rapproche quand même des pays nordiques où il y a quand même bah, déjà beaucoup de taxes. Et ensuite, les prix sont quand même assez élevés. Moi, je vais souvent en Italie, par exemple. Honnêtement, il y a un gros gap entre la France et l'Italie, que ça soit dans les grandes villes ou dans les villes plutôt éloignées. Mm. Donc, les avantages du Lean Fire. Donc déjà, ça va être la rapidité d'atteinte de la retraite. L'indépendance financière peut être atteinte plus rapidement car il n'est pas nécessaire d'accumuler un capital qui est énorme. Et ensuite, le second avantage, c'est la simplicité de vie. Ce mode de vie permet de se concentrer sur l'essentiel, la survie en soi, comme la nature et l'absence de consumérisme, offrant une vision presque utopique de la vie parce que bon, on en reparlera peut-être après, mais Bah, moi je pense oui. que c'est quand même un style de vie très, même trop frugal et de penser qu'on peut vivre que d'amour et d'eau fraîche entre guillemets, pour moi ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et Mais tu donc vois, c'est les marrant parce inconvénients, donc que j'avais ouais. j'avais écouté 2 podcasts, je crois, sur We Study Billionaires de 2 exemples différents d'Américains qui étaient en mode Lean Fire. Le premier, c'était un couple qui avait pris leur retraite anticipée à 35 ans et qui justement avait choisi la van life. Ils sont partis en camping-car et ils ont fait ça pendant une dizaine d'années. Ils ont sillonné tous les États-Unis en camping-car, ils ont fait que ça. Et ensuite, ils ont revendu le camping-car, ils ont acheté un terrain, ils ont fait construire une maison, tu vois. Donc en vrai, ça peut être intéressant, tu vois, si t'es dans le mood. Bon, par contre, voilà, pas Ouais, d'enfants, pas de famille. Il y a des contreparties, tu vois. Tu peux pas avoir de la van life et avoir une petite ribambelle de 3-4 enfants. C'est sûr que c'est compliqué, quoi. et comme tu viens de dire, ils étaient 2. Faut que Voilà. ta chérie ou ton chéri ou je sais pas, soit en adéquation avec toi. Ah Moi, je ouais, prends mon oui. exemple, van life, c'est sympa. La C'est petite, sympa une semaine, quoi. elle suivra pas. Ouais, voilà, c'est sympa, tu vois, mais en Moi, vacances. c'est voilà, ça lui plairait si le camping-car il est au chaud dans le garage, tu vois. Et attention, moi, il faut de la hauteur sous plafond, du lustre, une petite Mais bougie. On bien n'est pas sûr, il sur du faut van il faut life une belle tout douche, pourrave. voilà, faut un lit confort, faut un truc, faut C'est un truc ça, sympa. du Mais le deuxième 160 exemple, par 200. ouais. Mais le deuxième exemple, c'était un autre couple pour le coup, mais eux, ils avaient des enfants, tu vois, qui ont fait construire une maison aux États-Unis, une maison, tu vois, un peu en bois, un truc, un peu une maison préfabriquée, tu vois, un truc vraiment pas cher. Ils ont acheté un terrain au fin fond du Missouri, je sais pas où, pour vraiment pas cher. Ils ont fait construire une maison la moins chère possible dessus. Et ils racontaient justement que ils dépensaient rien en fait, genre dès qu'ils voulaient boire un café, par exemple, ils faisaient toujours les calculs. Ils s'autorisaient un café à l'extérieur par semaine, tu vois. Au-delà, c'était mort. Ah, tu vois. Ah, on est loin des petits croissants quotidiens d'Hugo, hein. Non, mais t'es malade, je fais pas ça moi. Les petits croissants au beurre. Bon. Et donc le second inconvénient, c'est la marge de sécurité qui est réduite. Forcément, le lean fire, c'est le fait de partir très très vite en retraite. Mais comment dire, si vous partez très vite en retraite, donc 30, 40 ans, vous avez mis beaucoup moins de côté. Donc avec un capital qui est plus faible, la marge de sécurité est moins importante. Vous l'avez compris, hein, une marge de sécurité moins importante, c'est comme en bourse, hein, ça peut poser des problèmes en cas de dépenses imprévues ou d'augmentation brutale du coût de la vie. Donc en l'occurrence, là aujourd'hui, on peut parler de l'inflation. Bon, donc ça, je vous ai présenté la Lean Fire. Toi, tu pourrais faire la Lean Fire, Hugo? Oui, mais pas aussi extrême, tu vois. Moi, on va en reparler en conclusion. Je le Ouais. fais déjà plus ou moins aujourd'hui, tu vois, mais de manière mesurée. Je suis pas un Non, on extrémiste va en parler des on dépenses va non en, plus, con- voilà. Mais Ouais, on va en parler en ouais, conclusion parce qu'il y a encore trois ou quatre méthodes de tout à Fire. fait. Donc, bah écoute, je propose que tu nous proposes, enfin que tu nous Hmm. expliques l'extrême opposé. Bah écoute, l'extrême opposé, c'est le Fat Fire. Donc là, c'est l'indépendance financière, mais avec la vie de rêve. Donc en gros, là, c'est la vie d'instagrammeur à Dubaï. Donc indépendance financière tout en maintenant un train de vie confortable, voire luxueux, avec des dépenses à tout va. Donc évidemment, ça serait le rêve de tout le monde, hein. Mais pour ça, bah, il faut forcément avoir un capital
beaucoup plus importants, beaucoup plus gros. Donc par exemple, vous allez voyager en business class, vous allez faire des restaurants, des sorties, des voyages sans restriction. Donc grosso modo, vous êtes à la retraite, mais la retraite en mode Warren Buffett. Vous voyagez tout le temps, vous allez d'hôtel en hôtel, vous êtes peinard. Donc là, pour le coup, ça, je pense que ça plairait à madame, tu vois. Ouais, pour moi aussi. Ouais. Mais il faut forcément avoir un capital beaucoup plus élevé. Si on part du principe que avec un Lean Fire, tu vois, tu peux arriver grosso modo avec 20 000 euros par an, tu vois, je dirais 20 000 euros par an de revenus, c'est vraiment le minimum. Pour moi, en France, en tout cas, en dessous, je pense que tu commences vraiment à être, ça commence vraiment à être très compliqué. Le Fat Fire, bon, il faut au moins 100 000 par an pour être vraiment propre. Donc 100 000 par an, un taux de 4%, ça fait plus de 2 millions de capital. Donc forcément, on passe de potentiellement, il faudrait faire les calculs, mais de quelque chose comme 500, 600 000 euros pour du Lean Fire à plus de 2 millions pour du Fat Fire. Donc c'est pas les mêmes échelles de grandeur. Donc forcément, les avantages, hein, bah, ils sont évidents. Pas de sacrifice extrême, meilleure qualité de vie, résilience face aux imprévus. Forcément, si vous avez un capital beaucoup plus élevé, vous avez plus de marge de sécurité. C'est comme en bourse, c'est important d'avoir une marge de sécurité. Mais au niveau des inconvénients, ça prend beaucoup plus de temps à atteindre forcément puisqu'il faut accumuler plusieurs millions avant la retraite, donc c'est pas facile, ce qui rend forcément difficile un départ avant l'âge de 50 ans. Sauf si vous êtes très bon et que vous arrivez à générer des revenus monstrueux, notamment par exemple en montant une entreprise, sinon ça va être compliqué et ça nécessite donc un haut niveau de revenus ou un business rentable. Donc forcément, si vous êtes salarié, même si vous gagnez 2000, 4000, 5000 euros par mois, ça va être très compliqué d'atteindre ce type de capital et ce type d'objectif. En général, je dirais que c'est surtout un type de fire. Le lean fire, tu vois, c'est tout à fait atteignable si t'es salarié. Le fat fire, c'est vraiment atteignable si t'es entrepreneur, que t'as un business qui cartonne, que t'arrives à mettre beaucoup d'argent de côté ou que t'arrives à revendre ta société. Si tu montes une startup, que tu fais 3 levées de fonds, puis que tu la revends plusieurs millions, plusieurs milliards et que tu touches ton chèque à la fin, oui, forcément, t'investis tout, tu pars en fat fire, c'est tout à fait possible. Mais ça T'es demande, vite bloqué voilà, en tant que salarié. voilà, exactement. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Ça nécessite des moyens financiers considérables et je dirais surtout, ça nécessite généralement soit un héritage important, soit un business qui Ouais. génère beaucoup de cash ou une vente de business qui génère un gros billet. Ok. Donc, ouais, Fat Fire, moi personnellement, j'aimerais bien, hein, Ah bah, je pense que tout le monde aimerait bien le Fat Fire, hein. c'est ce qui me convient le mieux personnellement. Mais encore, La vie d'artiste. euh, la vie d'artiste, c'est ça. Moi, je vais te proposer un autre système de Fire. Ça s'appelle le barista. Bah, comme barista, c'est ceux qui font le café, je crois. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est, Euh, ouais. le barista Fire. Donc, c'est une approche hybride de l'indépendance financière. Au lieu d'arrêter totalement de travailler, on conserve une petite activité professionnelle pour financer une partie des dépenses. Personnellement, j'aime bien le concept et je vais vous l'expliquer. En fait, tout ça, ça permet d'alléger la pression de ne pas toucher au capital et d'assurer une certaine stabilité financière. Personnellement, c'est probablement le modèle le plus réaliste pour la plupart d'entre nous parce que je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est que vous allez pouvoir travailler quelques heures par semaine en freelance, donc en fait faire ce qui vous plaît, hein, que ce soit bah, je sais pas, en tant que consultant, développeur, designer, voilà, des métiers où ça nécessite pas énormément de capital. Vous n'allez pas faire, je sais pas, une société d'industrie pour faire du barista fire. Il faut faire quelque chose le coût de fabrication n'est pas énorme, en l'occurrence du consulting, du développeur, du développement, Ouais, du c'est dev, ouais. du dev, c'est quelque chose qui, voilà, ça demande de très peu de matières premières, à part de la matière grise, donc du temps passé en fait, hein, c'est de la main-d'œuvre pure et dure. Ouvrir un side business comme FFP, hein, Focus Fondamental Podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc un petit side business, donc créer une petite entreprise ou un commerce en ligne pour générer des revenus supplémentaires. N'oubliez pas Warren Buffett ce qu'il disait. Mine de rien, il a dit des choses pas si connes que ça.
Il disait, si vous voulez partir en retraite un jour, il faut générer des revenus même quand vous dormez, quelque chose comme Ouais, ça. tout à fait. Il faut Et décorréler ses revenus de son temps, c'est la chose la plus importante. Donc grosso modo, même quand vous êtes freelance, tu vois, c'est déjà la première étape, mais t'échanges toujours ton temps contre de l'argent. L'idée là, c'est d'avoir des revenus scalables, donc de vendre des produits. Et quand tu vends des produits, bah forcément tu génères du cash même quand tu dors, parce que le produit, une fois qu'il est fait, tu vois, un livre, c'est un exemple parfait. T'écris un livre pendant 1 an, pendant 2 ans, et après, une fois qu'il sort, il génère des revenus de manière constante sans que t'aies besoin de travailler dessus, quoi. bah, comme par exemple, je pense qu'on pourra en reparler plus tard, mais tu vois, la miroiterie, moi je dois être présent, donc c'est du temps de présentiel pour poser un verre, alors que toi, qui as un système d'abonnement sur un segment vraiment il y a rien à voir, bah, tu peux générer des revenus pendant que tu dors. Bon, après, il Mm. faut pas que tu dormes trop parce qu'il faut quand même que tu développes des trucs sur l'application, mais il n'empêche que tu peux quand même générer des abonnements pendant que tu dors. Tout à fait. Donc, barista, en gros, c'est prendre un petit boulot alimentaire. Ça peut être sympa chez Starbucks, par exemple, dans une boutique ou dans un restaurant. Donc les avantages, c'est plus de liberté parce que c'est possible de travailler à son rythme, sans patron en gros, et ça permet de gérer son temps de manière plus flexible, avoir de la fuck you money comme on dit un peu plus vulgairement, enfin c'est le terme américain pour changer de travail quand on veut. Forcément, quand on a déjà notre capital de côté qui travaille, on respecte la règle des 4% et en plus à côté de ça, on a une petite activité à côté qui permet de comment dire? De d'augmenter cette marge de sécurité, bah, forcément, si ton petit métier que tu fais à côté, il te plaît pas ou que le patron, il t'a mal parlé et cetera, tu peux lui dire: «Bah, en gros, fuck you, je vais aller ailleurs, chercher un autre travail pour faire cette petite marge de sécurité» et en fait, pour moi, c'est vraiment la liberté. Tu as ton cash à côté qui travaille, tu respectes ta règle des 4% et en plus de ça, bah, tu peux mettre de côté, tranquillou. Tu pas obligé d'être pieds et mains liés à un travail, donc purement, tu fais pas un travail alimentaire, c'est juste limite une occupation et ça permet de compléter, tu peux même faire un mi-temps de 28 heures par semaine pour vraiment pas te fatiguer. Alors par contre, forcément, le principe du FIRE, à la base, c'était vraiment de partir en retraite. Là, bah, vous serez pas totalement, FIRE parce qu'on reste dépendant d'une petite source de revenus, mais qui reste active, contrairement donc à la méthode FIRE traditionnelle où les revenus passifs, comme ceux de la bourse, sont privilégiés, qui vont permettre vraiment que vous ne travaillez pas du tout. Donc forcément, après, pour ceux qui supportent vraiment pas le travail, ça peut représenter une petite charge mentale. Le travail, même à temps partiel, peut redevenir une charge mentale, hein. Se réveiller à 8 heures, terminer à 12 heures, faut pointer, tu peux te faire, réprimander par ton patron, voilà, donc ça peut, diminuer un peu l'intérêt et les bénéfices de l'indépendance financière, comme c'était le cas normalement dans une méthode FIRE, pure et dure. Mm. Tout à fait, et c'est là où je trouve que le Barista Fire est vraiment intéressant, c'est quand tu rentres dans le Barista Fire avec un side business, avec ton entreprise ou avec voilà un petit job de freelance à côté, un peu en mode nomade digital quoi. C'est sympa. T'as toujours une C'est petite ça, source de revenus, mais t'as aussi ton capital qui génère des revenus. absolument. Et donc après le Barista Fire, on a un peu deux autres mouvements Fire qui sont complémentaires. Il y a des points qui se recoupent. Ces deux stratégies ouais, qui sont complémentaires, ça change pas du tout au tout. Premièrement, on a le Coast Fire qui repose sur l'idée d'épargner beaucoup dans sa jeunesse, puis de laisser les intérêts composés faire le reste. Donc grosso modo, vous allez épargner une grosse somme de vos 20 par exemple à 40 ans, puis vous allez plus du tout épargner, vous allez laisser les intérêts composés faire le reste et vous allez claquer tout votre argent après, par exemple, tout en continuant de travailler. Donc ça peut être aussi une vision, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une somme, par exemple, de 500 000 euros de côté, bah, vous laissez les intérêts composés faire et vous ne l'alimentez plus. Et ensuite, on a le slow fire, qui est une approche plus progressive et moins radicale, qui privilégie un rythme plus lent et équilibré. Donc là, l'objectif est de profiter de la vie tout en continuant à épargner et investir de manière régulière sans sacrifier son bien-être. Donc en gros, le slow fire, c'est un peu un mix de tout, quoi. C'est-à-dire que tu vas épargner, tu vas pas forcément arrêter de travailler,
et tu vas pas forcément te priver non plus, quoi. Donc là, tu vas plutôt être sur des taux d'épargne peut-être à 20-30%, versus le Lean Fire qui est sur des taux d'épargne peut-être à 60-70%, et un Fire un peu hybride qui serait peut-être à 50%, 40% de taux d'épargne, quoi. Slow Fire, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, c'est tranquille. Bon, bah maintenant, comment atteindre le Fire? Et si vous aussi voulez atteindre le fameux Fire, bah, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, pour atteindre le Fire, il faut respecter des piliers. On les a déjà expliqués un peu avant, enfin on les a cités, mais on va revenir un peu plus dessus. Déjà, premièrement, tu as un taux d'épargne élevé. Il faut viser entre 50 et 70% de ses revenus euh, d'épargne et ensuite donc les investir. Ça, c'est la règle de base. Donc ensuite, il faut, comme la bourse, hein, j'ai envie de dire, il faut viser un investissement à long terme. Si vous faites du trading, vous n'êtes pas prêt de faire du fire. Par exemple, donc l'investissement à long terme, c'est dans l'objectif unique de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Donc, donc ensuite, une fois que vous avez respecté un taux d'épargne élevé, vous allez devoir investir votre argent. Toujours avec une vision long terme, hein, c'est comme en bourse, dans le but de maximiser les rendements tout en minimisant les risques et donc de profiter des fameux intérêts composés. N'allez pas faire du stock picking à tout va, en tout cas, c'est pas forcément ce que je vais recommander. Le but, c'est vraiment d'aller le plus long, comment dire, d'avoir enfin, d'être le plus long terme qui soit. Ensuite, ça va être le contrôle des dépenses. Forcément, ça va être de contenir son train de vie et d'éviter des dépenses futiles. Donc, faire attention à ses abonnements, hein, parce qu'on sait que ça peut aller très vite, hein, Notion, Netflix, Google, le cloud, etc. Euh, ou même, enfin, après, il y en a tellement des abonnements, Apple Music, etc. Donc, vraiment faire attention à ça, parce que mine de rien, tout ça, ça peut venir gréver enfin, gratter gros. Ouais, gratter votre revenu initial. Et donc ensuite, ça va être donc, le quatrième point, les revenus passifs, donc de générer des revenus qui couvrent les dépenses, soit via les dividendes ou les loyers, tout dépend si vous avez opté pour la bourse ou l'immobilier, soit via la vente de 4% du capital tous les ans, la fameuse règle des 4% que l'on a évoquée juste avant. Alors maintenant, bah, de combien avez-vous besoin de capital pour FIRE, donc pour partir en retraite à 30, 40, 50 ans? Donc il y a un petit calcul qui est assez important à prendre en compte. Vous allez prendre le capital nécessaire, donc là ça sera à vous de le décider, qui va être égal aux dépenses annuelles. Donc vous allez voir combien vous allez dépenser en fait chaque année, en tout cas vos prévisions, que vous allez multiplier par 25. Pourquoi 25 et pas 30 ou 35? Parce que c'est basé sur la règle de 4%, étant donné que 25 c'est égal à l'inverse de 4%, 1 divisé par 0,004, enfin 0,4, est égal à 25. Donc si tu dépenses 30 000 euros par an pour ton mode de vie actuel, ce qui est assez raisonnable hein, quand tu commences à avoir un certain âge, je pense. Donc 30 000 fois 25, ça veut dire il te faut 750 000 euros de capital. Si tu dépenses 50 000 euros par an et que tu as une vie un peu plus étoffée, on va dire, il faudra que tu fasses 50 000 fois 25, ce qui donnera une somme un peu plus importante. Donc, tu as besoin de 750 000 euros investis pour retirer 4% par an, donc 30 000 euros, et couvrir tes dépenses à vie sans entamer ton capital de 750 000 euros. Et bien évidemment, en réinvestissant une partie. Donc, c'est mine de rien, 750 000, il faut les avoir en capital, hein. C'est pas quelque chose de super simple. Tout à fait. Et en plus, si Euh, tu baisses cette règle des 4% et que tu passes à 3%, tu vois, on multiplie plus par 25, mais par 33. ouais. Et là, du coup, bah, pour 40 000 de revenus annuels, il faut 1 320 000 de capital. C'est beaucoup, mais c'est pas inaccessible. Je pense que en vrai, n'importe qui, avec du travail, avec du temps et avec de la patience, peut atteindre les 1 million de capital. Je pense que c'est pas forcément quelque chose euh, Ah, qui est si, je pense que irréaliste. en fait, 1 tout million, je dépend pense que c'est ton. pas forcément 1 million, je pense que n'importe Ouais. qui peut l'atteindre, tu vois. 1 milliard, tu me dirais 1 milliard, ah ouais, 1 milliard c'est complexe, tu vois. 1 milliard si t'es pas Elon Ça, Musk, si t'as pas fait une start-up, si t'as pas, ouais, c'est très complexe 1 milliard. 1 million, je dirais pas que c'est facile, je dirais que c'est possible. ouais, moi aussi, je pense que c'est possible, mais putain, ça serait, tu vois, si c'était vraiment.
pas simple. Après, on n'a pas dit que c'était simple, mais ouais, 1 million d'euros, ça reste quand même une petite somme, hein, mine de rien. Ça reste une petite Après, ça somme. dépend. Est-ce que tu penses 1 million en tout, en capital avec ta maison, etc., ta Ouais, bagnole, ouais, ouais, nanani? 1 Ouais. million de patrimoine global, potentiellement. Moi, je pense que les 1 million, honnêtement, c'est largement faisable si tu te démènes un peu. Par contre, 1 million à 30 ans, si tu pars de pas Ah non, grand-chose, hein, encore une ouais, à fois, 30 ans, c'est chaud. tu vois. Il te reste combien, toi? De 30 jusqu'à 30 ans? 3 ans? T'as quel 4, âge? j'ai 26. Allez, 4 ans, ouais. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, 1 million à Non, c'est 30 chaud. ans, comme notre ami Buffett, faut y aller. Non, je dirais Faut y aller. 1 million à 50 ans, c'est possible. Oh oui, large, quand même. Bon, large, Ah, large. non, normalement, c'est exponentiel, tu vois. Oui, Oh ouais, non. Oh, bien sûr. à 40 ans, ça commence à être chaud, tu vois. 1 million à 30, c'est extrêmement chaud. 1 million à 40, ça commence à être touchy. 1 million à 50, je pense que c'est réaliste. Ouais. Ouais. Après, ça dépend de la conjoncture. Tu vois, si tu tapes, si ta première stratégie, on va en revenir après, c'est la bourse, et que tu as un marché baissier ou que tu as un marché flat pendant 10 ans, la fameuse décennie perdue, ah, là, t'es mort dans le. Enfin, j'ai envie de dire pour tes 1 Oui, million. puis pareil, si t'as une inflation, une hyperinflation de malade et que ta monnaie vaut plus rien, 1 million, oui, tu vas les atteindre hyper vite, mais ça t'achètera une baguette de pain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, sur ce, Hugo, présente-nous la première Alors, stratégie pour partir en retraite assez vite. bah écoute, la première stratégie, vous la connaissez tous si vous êtes sur ce podcast, c'est la bourse. Vous le savez, c'est historiquement un des placements les plus performants, voire le placement le plus performant, en tout cas depuis l'arrivée de Bitcoin, mais on va bien évidemment en reparler. Donc il y a plusieurs approches en bourse. Premièrement, il y a les ETF qui sont 100% passifs, donc on va pas refaire le discours sur les ETF. Vous connaissez, vous avez des épisodes du podcast sur les ETF si ça vous intéresse. Donc c'est 100% passif, vous achetez un ETF S&P 500 par exemple tous les mois sans vous poser de questions. Et là pour la stratégie de sortie, c'est là que ça va être un peu plus touchy. Parce que soit vous avez des ETF capitalisants dès le départ, et dans ces cas-là, la stratégie de sortie, ça va être la règle des 4, 3 ou 2%. Vous allez vendre une partie de votre capital tous les ans. Vous avez aussi l'option, si vous avez des ETF capitalisants, de les rebasculer vers des actifs de rendement comme des ETF ou des actions à dividendes ou des SCPI ou de l'immobilier qui génère des loyers, mais en prenant en compte que vous allez payer la flat tax sur les plus-values. Ça, c'est extrêmement important. Si tu as réussi à accumuler 1 million de capital sur des ETF capitalisants et que tu les vends, pour les réallouer, forcément, tu vas payer la flat tax. Donc c'est pas forcément avantageux de faire une rebascule du capital, sauf si tu pars dans un pays qui n'a pas d'impôt sur la flat tax. Donc c'est tout à fait possible, hein. Par exemple, tu accumules un gros capital dans des ETF capitalisants, tu déménages à l'île Maurice quand tu veux prendre ta retraite, tu vends tout là-bas, tu réalloues dans des actions à dividendes, genre dans du Total par exemple, et là tu touches du 4, 5, 6% par an de dividendes sans rien faire. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, il y a aussi les frais de revente des ETF qu'il ne faut pas oublier. Parfois, alors c'est pas valable pour tous les ETF, mais tu as les frais de revente de l'ETF, mais il y a aussi les frais de revente du courtier. Hein. Mine de rien, sur un gros capital, vendre un gros capital, ça va coûter peut-être sur 1 million, je sais pas, tu vas peut-être payer 10 000 euros de frais. Mine de rien, c'est pas C'est négligeable. ça. En gros, les frais de revente d'un ETF, c'est pas les frais en fait de l'ETF, mais les frais du broker, c'est à peu près 0,50%. Je crois que chez Interactive Broker et Bourse Direct, c'est à peu près entre 0,40% et 0,50%. Ouais, Mais donc mine de 5 rien, 000 ça fait. euros quoi, pour 1 million. Ouais. Mais mine de rien, ça reste quand même des frais en plus, donc Ouais, faut faire attention. c'est clair. Donc ça, c'est la première stratégie, les ETF. Mais si vous partez sur des ETF capitalisants, sachez que la stratégie de sortie, ça va être des ventes. Voilà, rebasculer ensuite le capital, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Ensuite, vous avez les dividendes. Donc là, vous investissez dès le départ dans des actifs qui versent un dividende. Donc que ce soit des ETF distribuants qui versent un dividende ou des ETF dividendes avec une stratégie dividende ou des actions à dividendes. Et puis, vous réinvestissez les dividendes pendant votre phase de capitalisation et une fois ensuite arrivé au moment de la rente, au moment de la retraite,
au lieu de réinvestir les dividendes, vous les utilisez pour vivre tout simplement. Donc là, le problème entre guillemets de la stratégie dividende, c'est que ça demande un capital monstrueux parce que soit vous allez partir dès le départ sur des sociétés qui versent un gros dividende, on pense de suite à Total Energy par exemple avec ses 5%, 5-6%, mais vous allez avoir une performance mauvaise et en fait sur le long terme, vous allez sous-performer quelqu'un qui a investi bêtement sur un ETF capitalisant sur le S&P 500. Donc en fait, si vous commencez dès vos 20 ans par exemple à acheter du Total Energy et à vous dire je réinvestis les dividendes et quand je serai à la retraite je les touche, vous allez sous-performer le marché. Donc en fait, tout simplement, à la retraite, même en faisant cette stratégie, vous allez avoir un moins gros capital que quelqu'un qui aurait tout simplement acheté un ETF S&P 500. Donc c'est pas forcément le Ouais, plus pertinent. Je ça, pense ça que... aurait été plus rentable. Excuse-moi. Vas-y, ouais. Non, ça aurait été plus rentable quasiment de faire du S&P 500 en capitalisation, vu que tu es en phase comment dire, de croissance de ton portefeuille. Et après, si tu veux du dividende, tu rebascules sur du Total Energy si tu veux vraiment des gros dividendes. Moi, je Ça pense que dépend c'est si ça. t'as la flat tax à payer, ça peut rendre la chose moins rentable. Mais C'est ça. Plus tu auras tes taxes sur les dividendes, etc. après. De toute façon, tout les à taxes, fait. tu les auras quoi qu'il en soit, tes taxes. Tout à fait. Mais tu peux aussi opter, en tout cas moi c'est un peu ma stratégie, c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire que tu peux faire un mix déjà entre ETF et stock picking. Donc quand tu fais du stock picking, déjà quoi qu'il arrive, ça sera distribuant. T'as pas des actions capitalisantes qui réinvestissent le dividende automatiquement, ça c'est pas possible. Mais vous pouvez tout à fait avoir une partie ETF capitalisant qui va grossir, qui va faire un socle de capital élevé, et une partie action qui, elles, vont verser des dividendes. Et là, moi, je pense que quand on est jeune, c'est pas forcément pertinent de partir sur des actions qui versent un gros dividende. Allez pas acheter du Total Energy à 20 ans. Vous allez sous-performer le marché, encore une fois. Même si les dividendes sont attrayants et même si vous les réinvestissez, les chiffres ne mentent pas. Par contre, ce qui peut être pertinent, moi, c'est ma vision des choses, c'est d'acheter des entreprises de qualité qui versent un dividende ou qui pourront verser un dividende. Tu vois, par exemple, j'ai Fortinet en portefeuille, elle ne verse pas de dividende, mais elle finira forcément tôt ou tard dans sa vie par verser un dividende. Ça a été le cas de Google et Meta, par exemple, qui ne versaient pas de dividende et qui se sont mis à verser un dividende. Et ces entreprises, souvent, elles augmentent leurs dividendes de manière très forte. Donc tous les ans, le dividende va être augmenté de 8, 10, 12% par an. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à long terme, puisque vous allez avoir un capital qui va grossir beaucoup plus vite avec des actions qui vont beaucoup mieux performer en bourse, tout en ayant des dividendes au début de votre parcours d'investisseur qui vont être très faibles, voire quasiment rien en fait, parce que vous allez toucher peut-être 0,5, 1% en dividendes, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que les entreprises augmentent le dividende, vous allez toucher de plus en plus les intérêts composés, l'effet boule de neige, etc. Et à 40, 50 ans, vous pouvez vite vous retrouver avec un portefeuille de plus d'1 million en bourse et un portefeuille qui génère peut-être 10, 20, 30 000 de dividendes tous les ans de manière 100% passive. C'est une approche possible. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler de la deuxième stratégie? Ouais, la deuxième stratégie, Je sais alors que tu bon, la on a vu portes la pas dans bourse, ton cœur. pas forcément, non. Mais bon, on va la présenter, il faut quand même la citer. La deuxième stratégie, c'est l'immobilier. L'immobilier a l'avantage d'avoir un grand avantage, c'est l'effet levier, donc le prêt bancaire, la création monétaire et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en gros, vous avez 10 000 euros, avec 10 000 euros, vous pouvez avoir 100 000 euros. Non, vous pouvez avoir un peu moins, mais en gros, généralement, ce qui demande la banque, c'est 20% de... Alors, vous avez 20 000 euros, vous pouvez emprunter 100 000. Donc, ça reste quand même un assez beau l'effet levier. Euh, donc déjà, la première stratégie dans l'immobilier, ça va être la location. Le locatif en direct est probablement le meilleur moyen de bénéficier de l'effet de levier, mais il possède des inconvénients majeurs. Donc l'immobilier locatif, en gros, vous achetez un bien, vous le mettez en location, et avec l'argent de la location, ça va créer votre petit pécule de côté pour la retraite. Euh, mais bon, ça possède des inconvénients majeurs. Déjà, c'est pas passif du tout parce que si vous connaissez pas, comment dire, si vous n'êtes pas du tout du travail, enfin du métier, voilà, si vous savez pas refaire de la peinture, changer un joint, changer un robinet, changer un chauffe-eau, etc. C'est assez compliqué. Par exemple, il y a toujours quelque chose à faire dans un bien. C'est pas passif du tout également parce que le locataire il va partir. Donc il faudra faire un état des lieux de sortie,
Il faudra faire un état des lieux d'entrée. Il faudra entre-temps faire un coup de propre. Il faudra entre-temps faire des visites, choisir le meilleur dossier. Parce que vous allez voir que dans certains pays, une fois que vous avez un locataire en place, c'est assez compliqué. Donc, ce n'est pas passif du tout. Mais comme le stock picking, en l'occurrence, ce n'est pas passif du tout aussi. Donc, ça peut, Beaucoup plus, en tout cas. Une fois que tu as tes dividendes, après, t'es tranquille, hein. non, les ETF, tu vois, le stock picking, quand tu as vraiment une action en portefeuille, tu vois, faut la suivre, faut la Oui, mais j'ai comprendre. envie de te dire, c'est moins, enfin, c'est plus passif de étudier une entreprise et de regarder ses résultats tous les trimestres que de gérer un appart. Ça dépend si ton locataire, il reste si c'est le même locataire qui reste 10 ans dans l'appartement et que c'est un truc, je pense que après, tu vois, ça dépend si, ah, je sais pas, le mineur, le stock picking, tu passes combien d'heures à regarder tes actions Ouais, c'est vrai. par semaine? Ouais. Et t'as pas un portefeuille de 20 ou 30 actions, hein, tu vois? C'est vrai. On passe plus de temps, bah après c'est parce qu'on le veut bien, tu vois, mais on passe plus de temps à regarder ce que fait nos actions et à s'intéresser à la bourse qu'à peindre des murs, à changer des joints, hein. Non, non, mais bon, bah, donc je pense que honnêtement, ça peut, voilà, c'est un peu l'équivalent. C'est pas passif du tout, mais la bourse non plus. En tout cas, le stock picking. Par contre, c'est très risqué en soi, comme la bourse. Sauf que vous allez voir le dernier point. Donc c'est très risqué parce que déjà, l'immobilier, les locataires ne peuvent ne pas payer. Et en l'occurrence, là, on va parler de la France, c'est très compliqué comment dire, de virer un locataire, même s'il ne paye pas. Il faut savoir qu'il y a des lois, les lois de 48. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est plus qu'une loi, c'est comme c'est un kolkhoz, hein, c'est comme un régime de l'Union soviétique. Il y a aussi la trêve hivernale. Ça veut dire que même si votre locataire ne paye pas, il doit rester dans votre bien de milieu octobre à avril. Donc voilà, déjà, ça fait quelques mois sans loyer. Donc là, par contre, ça fait un gros coup, mais un gros, gros coup à votre épargne et à vos règles des 4%. Parce que forcément, c'est pas que vous allez pas avoir de revenus, mais vous allez devoir un maximum d'argent. Parce que vous, vos frais locatifs, ils sont là. Vos frais, vous n'allez pas demander à l'État de faire abstraction de la taxe foncière. Donc les charges locatives, la taxe foncière, etc. Le coût de la procédure, parce que vous vous en doutez bien, si le locataire paye pas, vous allez en procédure. Donc ça va être des frais avancés. Et vous en doutez bien que normalement, la partie qui perd le procès doit rembourser des frais d'avocat. Sauf si elle a déjà pas d'argent pour payer un loyer, elle va pas vous rembourser vos frais d'avocat. Donc c'est tout ça tout ça doit être pris en compte. C'est très risqué également pour les squats. La dégradation. Même si c'est une petite dégradation, quand vous récupérez votre bien et qu'il faut le remettre en location, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des clous dans le mur parce qu'on a installé des cadres. Je sais pas, la dégradation, il peut y avoir un dégât des eaux. Ça arrive souvent, surtout dans des endroits où, par exemple à Paris. Donc des travaux, hein, travaux d'isolation, avec notamment les lois qui sont de plus en plus, comment dire, dures à l'encontre des propriétaires, hein, les lois de diagnostic de performance énergétique, avec les fameuses règles A, B, C, D, E, F. Vous ne pouvez plus louer votre bien quand il est dans une certaine note, F, G, où il faut faire des gros travaux, mais qui dit gros travaux, qui dit automatiquement perte d'une partie de votre capital, parce qu'on n'est pas sur des travaux de 5, 2, 3 000 euros, on est plutôt sur des dizaines de milliers d'euros. Donc vous pouvez même resouscrire un crédit. Voilà, donc ça peut vraiment aller plus loin. Alors qu'une fois que vous avez acheté votre action, votre ETF, votre broker, il va pas vous demander 500, 1000, 3000 euros en plus pour payer des frais. Une fois que vous l'avez en portefeuille, vous l'avez en portefeuille. Et c'est tout. Et forcément, la régulation, si votre stratégie c'était de faire un fire sur un système d'Airbnb, bon courage, surtout en France. C'est ultra changeant. Donc, par exemple, si votre stratégie c'était de faire un méthode fire sur du Airbnb à Biarritz ou à Paris,
J'aimerais pas être à votre place. Donc voilà, c'est très, très compliqué en France. C'est aussi compliqué de faire plusieurs opérations, forcément, avec le fameux crédit différentiel. Si vous achetez un bien et que vous souscrivez un crédit pour un bien, vous avez un taux d'endettement maximal. Je crois que c'est vers 30. Ouais, c'est ça, c'est À 33%, je moins crois exactement. Ouais, 33. À moins que vous gagniez 15 000 euros par mois, une fois que vous avez acheté votre premier bien, allez acheter un deuxième et un troisième. Or, on le sait, vous n'allez pas faire un FIRE avec un bien locatif. Il en faut au moins 2, 3, 4, voire au moins 5, je pense, pour être assez bien financièrement. Autant vous dire que 5 à la banque, si vous lui dites que c'est pour une méthode FIRE qui aura plus de revenus à un moment, bon courage. Et ensuite, donc le LMNP, le fameux LMNP, donc c'est un modèle qui est assez bancal. Alors, c'est un modèle qui a fait ses fruits pendant longtemps. Beaucoup de formations en immobilier en ont parlé, mais ça reste un modèle qui est bancal parce que c'est un modèle qui est proposé par l'État. Il n'y a pas de repas gratuit, les amis. Un État qui est déficitaire, forcément, à un moment, il va rogner dans ses frais. Enfin, il va rogner dans les aides fiscales et le MNP en fait partie. Donc, ça peut être Et ça supprimé fait d'un déjà jour. plusieurs années qu'ils parlent de Ouais. supprimer le LMNP. Ça n'a toujours pas été fait, mais vous vous doutez bien que ça arrivera probablement tôt ou tard. Absolument. Donc, c'est vraiment très particulier. Et ensuite, le dernier point pour le locatif, c'est que, mais ça plus globalement pour l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas plus illiquide que d'investir dans l'immobilier. Si vous êtes, je sais pas, s'il y a quelque chose, une crise majeure, si il faut pivoter, si vous n'avez pas prévu une grosse dépense et que vous voulez le vendre, le, par exemple, vous avez fait un lean fire, donc vraiment partir en retraite le plus vite possible. OK. Vous avez mis un peu d'argent de côté, mais juste ce qu'il faut. Vous avez 2 biens locatifs, dans les 2 ou dans un des 2 même, il y a le ravalement qui a été voté. Le ravalement, c'est à peu près 30 000 €, que vous ayez un studio ou même ça peut aller plus loin si, vous avez, un appartement un peu plus grand. Donc 30 000 €. Autant vous dire que vous allez le sentir passer dans votre méthode, FIRE, en tout cas Lean Fire. Vous allez vouloir revendre ce bien, justement. Mais aller revendre un bien immobilier, c'est minimum 3 mois. Après, il faut l'obtention du prêt, et cetera. Conditions suspensives. La vente peut capoter à tout moment. Donc voilà. J'ai rien contre l'immobilier, mais je trouve que c'est quand même assez particulier. Est-ce que tu veux nous présenter la SCPI? Je me suis un peu attardé sur l'immobilier. Bah effectivement, donc la SCPI, là on a parlé d'immobilier locatif en direct, euh, mais on entend souvent qu'il est tout à fait possible de faire de l'immobilier de manière 100% passive avec les SCPI. C'est vrai, mais les SCPI ont des énormes inconvénients. Déjà, c'est hyper taxé. Si tu achètes une SCPI à titre personnel, tu vas être taxé à 47,2%. C'est monstrueux. En tout cas, si t'es dans Ouais, la tranche d'impôt à, ouais, si t'es dans la tranche d'impôt à 30%, en fait, tu vas rajouter, enfin, tu vas avoir tes 30% plus les 17,2% de CSG, CRDS, donc les fameuses cotisations sociales. Ouais, non, mais c'est monstrueux. Si t'es dans la tranche à 11%, tu vois, ça peut être rentable parce que tu vas être taxé à grosso modo 28%, donc à peu près la flat tax. Si t'es dans la tranche d'imposition à 30%, oublie les SCPI, direct, tu vas envoyer la moitié de tes loyers en impôts. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien. En super. plus de ça, le rendement des SCPI est pas non plus exceptionnel. On parle de 4, 5, 6%. Tu vois, à choisir, personnellement, pour du 4, 5, 6%, je préférerais acheter du Total Energy que une SCPI, tu vois, parce qu'au moins, t'es taxé à la flat tax. T'as le PEA qui te permet, mine de rien, d'avoir des sacrés avantages fiscaux. Donc, à choisir, personnellement, je préférerais du Total Energy qu'une SCPI. Mais bref. Après, vous C'est allez me clair. dire, on peut faire de l'effet de levier sur une SCPI. C'est vrai. Et personnellement, j'étais quasiment à la phase d'achat. Tu vois, il y a quelques années, notamment quand j'ai commencé l'investissement aux bourses, avant de lancer IQ Invest, un an avant à peu près, je m'étais renseigné justement pour acheter de la SCPI à crédit. Ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais acheter donc 100 000 € de SCPI à crédit, tu vois. Sauf que, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout rentable. Sur le papier, ça paraît intéressant parce qu'on se dit oui, je touche à peu près, dans mes calculs, tu touches à peu près 400 € de loyer par mois pour 100 000 € investis en SCPI et tu dois rembourser à peu près 240, 250 €. Donc, tu as un delta assez intéressant.
Donc, in fine, c'était pas si déconnant que ça. Tu vois, sur le papier, tu te disais, oui, je mets 200 € de ma poche tous les mois. Ensuite, en 25 ans, une fois que j'ai plus de crédit, j'ai 500 € qui tombent tous les mois. C'est toujours sympa. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu fais des vrais calculs et que tu poses cette somme de 240-250 € par mois que tu vas mettre en remboursement de crédit et que tu simules un investissement en bourse sur la même durée avec cette somme, tu te rends compte que en fait, au lieu de rembourser un crédit avec 240-250 € par mois pour avoir ta SCPI, en fait, t'es beaucoup plus rentable de juste mettre directement ces 240-250 € par mois en bourse. Donc, quand tu poses vraiment les chiffres sur le papier, c'est pas du tout rentable quand tu compares à la bourse. En tout cas, avec des taux d'emprunt supérieurs à 1,5%. Moi, à l'époque où j'avais fait la simulation, les taux d'emprunt sur les crédits SCPI, ils étaient à 3,6, 3,8 peut-être. Et d'après mes calculs, en tout cas, en dessous de 1,5%, c'est rentable. En dessous de 1,5%, effectivement, l'effet de levier, la mensualité devient beaucoup plus faible vu que tu as moins d'intérêt à rembourser, et là, ça devient beaucoup plus rentable. Au-delà d'1,5%, oubliez, vous êtes beaucoup plus rentable en faisant juste de la bourse. En sachant que le seul moyen pour moi, en tout cas, d'investir en SCPI qui est rentable, c'est de le faire via une société. Donc via une SCI potentiellement à l'IS ou via tout simplement une SAS, une société commerciale à l'IS. Pourquoi ? Parce que si vous achetez des SCPI via une société, les loyers ne seront pas taxés en tant que particulier, donc avec les 30% d'impôt sur le revenu plus CSG, CRDS, mais vous allez être taxé à l'impôt sur les sociétés, donc vous allez payer 25% d'impôt sur les bénéfices. Donc grosso modo, et c'est pareil en bourse, en société, vous payez moins d'impôts, vous payez 25% au lieu de payer la flat tax de 30%, et pour l'immobilier, vous payez 25% au lieu de payer 47,2%. Donc pour moi, l'immobilier est un pilier intéressant, mais avec à la condition de très très bien maîtriser la fiscalité, de gérer la fiscalité, son modèle fiscal, et surtout d'avoir, si c'est de l'immobilier en physique, pour moi il faut absolument être débrouillard. Tu peux pas faire du locatif si t'as pas envie de faire de travaux. Si t'appelles le plombier tous les 4 matins pour remplacer un chauffe-eau, pour remplacer un robinet qui fuit, ou pour déboucher les chiottes, tu vas jamais t'en sortir. Ta rentabilité, elle va être de zéro. Donc l'immobilier locatif en direct, il faut connaître la loi, connaître la fiscalité, être débrouillard, et les SCPI, pareil, il faut le faire avec prudence parce que si tu achètes juste des SCPI comme ça sans te poser la question, tu te rends compte qu'en fait c'est pas rentable et tu ferais mieux d'acheter des actions en fait tout simplement. Vous avez une question sur la SCPI au niveau liquidité. C'est beaucoup plus liquide. Ouais. La SCPI, c'est beaucoup plus liquide. En fonction des SCPI, t'as en moyenne 2 à 3 semaines pour revendre tes parts. Ok. Mais faut pas oublier que la SCPI, t'as des frais d'entrée, t'as des frais de sortie. Donc à chaque fois, c'est 5-10% que tu vas payer. C'est monstrueux. Après, t'as des SCPI aujourd'hui qui proposent pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, etc. Mais c'est quand même monstrueux. Ouais, parce que c'est ça, l'immobilier aussi, t'as tout ce qui est frais de notaire. Oui. Et 7,8% du prix de vente, tu vois, tu t'achètes n'importe quel truc maxi passif en bourse, comme des bons ETF, comme un bon père de famille, t'as pas des frais d'entrée de 8% dès le début, tu vois. C'est clair. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu veux nous parler de la troisième stratégie? Ça, je pense que c'est toi qui l'as. Alors, la troisième stratégie, c'est un petit bonus que je vous ai rajouté, c'est la stratégie Bitcoin Maxi. Donc, c'est la Michael Saylor. Là, grosso modo, vous partez en 100% Bitcoin, vous faites une Michael Saylor, absolument tous vos revenus, toute votre épargne, tout, vous mettez tout en Bitcoin. Vous pouvez même faire une Jack Mallers et vivre sur un Bitcoin standard, c'est-à-dire que vous recevez votre paye en Bitcoin. Et dans le cas de Jack Mallers, tu vois, très intéressant, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit sa paye en Bitcoin et il dépense tout sur une carte de crédit. Donc, si vous avez déjà eu une Amex, en France, c'est pas très popularisé les crédits, mais si vous avez déjà eu une Amex, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Vous achetez des trucs à crédit et ensuite vous avez la facture qui tombe à la fin du mois et vous remboursez en fait le crédit que vous avez effectué sur cette carte. Donc, tout le mois, vous allez dépenser avec la carte. Ça va pas débiter votre compte, mais à la fin du mois, vous allez peut-être dépenser 1000 €, et ben le Amex va venir vous prélever 1000 € sur votre compte. Et si vous remboursez pas, l'intérêt? Alors le gros intérêt, c'est que du coup, tu épargnes en Bitcoin et tu achètes à crédit.
Ce qui fait que sur le papier, en fait, c'est ce qu'il y a de plus rentable parce que tu épargnes la monnaie forte et tu empruntes la monnaie faible. Ce qui fait que du coup, à la fin du mois, bah, tu as juste une seule transaction à faire pour rembourser ensuite ton Amex. Et tu as même ton Amex ou ta carte de crédit. Et tu as même aux États-Unis des solutions, ça n'existe pas encore en France et en Europe, comme Fold, Fold, qui propose des cartes de débit et bientôt des cartes de crédit en partenariat avec Visa qui t'offrent des cashbacks en Bitcoin. Donc à chaque fois que tu fais une dépense, tu gagnes du Bitcoin. Je trouve ça génial et j'espère que ça va arriver un jour en France. Mais grosso modo, donc l'intérêt du Bitcoin Maxi, tu stacks des sats, tu stacks le maximum de Bitcoin possible jusqu'à ta retraite. Et ensuite, c'est le même principe que les ETF capitalisants. Tu vends 3-4% tous les ans pour vivre de ton Bitcoin. Donc c'est pour moi beaucoup plus simple et beaucoup plus passif qu'un ETF, pour le coup. T'as vraiment rien à faire, si ce n'est tu te connectes tous les mois sur Strike ou l'application que tu utilises, t'achètes du Bitcoin et c'est réglé. Après, honnêtement, à titre personnel et pour conclure un peu ces trois stratégies, donc bourse, immobilier, Bitcoin, je pense que le mieux, comme toujours, ça se situe au milieu et c'est de faire un mix des trois et d'essayer d'aller piocher les forces de chaque investissement et ne pas se limiter maintenant à un seul investissement. Tu vois, chaque investissement a ses forces, ses faiblesses et il faut savoir jongler avec les trois, utiliser les trois de manière intéressante. Les trois peuvent être intéressants. Voilà. À voir. À voir. Je sais que toi, t'es pas convaincu sur l'immobilier, mais on va pouvoir en reparler Non, pas dans les tellement. conclusions. Bah, Euh, justement, je te propose qu'on passe un peu à l'aspect, bah, on va donner notre avis sur le concept et on va rentrer un peu plus dans le détail sur comment on conçoit le FIRE et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partir en retraite vite, en fait, tout simplement. En fait, on va donner notre avis. Donc, notre avis sur le concept. Alors, je vais commencer et après, Hugo interviendra. Donc, le principe du FIRE, pour moi, est quand même plutôt intéressant. C'est vrai, en tout cas, le podcast était vraiment plaisant à travailler. Et il y a pas mal, vraiment beaucoup de documents et même de documentaires qui sont proposés sur YouTube, Reddit et sur le forum de Monsieur Moustache. On trouve pas mal de ressources, d'interviews de personnes qui veulent partir en retraite, anticipées, si je puis dire. Et c'est ça qui est plutôt sympa, parce qu'en plus, on voit pas mal de personnes qui ont toutes leur façon un peu différente de le faire. Donc, c'était vraiment plaisant à regarder. Donc, ce que je vous encourage à faire si vous voulez aller plus loin. Alors, pour moi, les points avantageux de la méthode FIRE, c'est déjà de faire sa propre retraite, qui est, je pense, réellement pour moi la seule solution, c'est faire sa propre retraite, ne pas attendre quoi que ce soit de notre système de retraite, qui est, je pense, voué à l'échec. En tout cas, on en parle de plus en plus, comme quoi c'est un véritable système de Ponzi. C'est un système qui est défaillant, parce que faut se dire que si tu bosses pendant 168 trimestres, autant vous dire que c'est long quand même, ton salaire annuel moyen brut, le fameux SAM, est de 2340 euros, soit 1800 euros net. Alors ta retraite, elle va pas être énorme, les amis. Tu fais pas grand-chose avec 1800 euros net. Après, il y aura la complémentaire retraite, etc. Enfin, c'est un système assez compliqué qui va venir compléter la retraite, mais généralement, ça ne va pas très loin. Informez-vous, par exemple, il y a pas mal de sites sur l'État qui permettent de calculer à peu près votre retraite. Et si vous voyez, si vous gagnez à peu près 2000 euros par mois, ce qui est, je pense, la moyenne en France, généralement, vous allez perdre quand même un bon 40% à la retraite. Or, la retraite, c'est le seul moment de ta vie où tu peux vraiment faire quelque chose. Tu es tranquille, normalement, tu plus de travail, etc. Et tu as de l'argent de côté, donc tu peux faire des voyages, des croisières, des trucs de retraité, quoi. Mais voilà, en tout cas, en France, c'est compliqué, donc faites vos propres retraites. Vous l'avez compris, je pense, dans le podcast, épargner, c'est la santé. Et le fait d'avoir de l'épargne, c'est le fait d'être en sécurité. Et vous le savez, la sécurité, on est au maximum dans la pyramide de Maslow. Donc soyez maître de votre indépendance financière et faites
tout pour avoir un capital qui soit le plus solide possible, heu, pour, justement arriver au fameux système du fuck you money. Donc la liberté de parole, l'absence de soucis d'argent. Vous pouvez dire à votre patron: «Moi, je suis pas d'accord avec toi, j'en ai rien à faire de ce que tu dis, je me casse, je vais ailleurs». Parce que pourquoi tu peux faire ça? Si tu es pris à la gorge avec un taux d'endettement à 60, tu pas prêt de faire ça. Mais si tu as ton capital solide, qui travaille, et cetera, tu peux avoir la liberté comment dire? De faire ce que tu veux. Donc pour ma part, comment je conçois le FIRE? Déjà premièrement, ça va être la création, du capital. Donc déjà, en réduisant donc les dépenses, inutiles ou pas très utiles, après forcément faut profiter aussi, et l'augmentation de son salaire. Donc création de pour ma création du capital, je réduis mes dépenses, donc les abonnements, qui servent pas à grand chose et cetera, j'arrête et j'augmente mon salaire. Donc il faut acquérir des compétences. C'est le seul moyen entre guillemets «facile» pour gagner plus, heu, même si vous prenez la tête en bourse avec l'immobilier et cetera. Si vous allez voir votre patron et vous lui dites: voilà, je pense que je mérite 5 de plus sur mon salaire», c'est la façon la plus simple et en plus ça sera ce qui est le plus, régulier. Donc et également donc augmenter mon taux d'épargne qui est actuellement de plus de 50 en moyenne. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Après je suis quand même aidé. Heu, la base de base, c'est, le taux d'épargne. Si vous avez un salaire qui soit de 1 300, 1 400, 2 000, 2 500 €, plus vous avez un taux d'épargne élevé, mieux ça sera. Donc ensuite, ça va être le placement du capital en bourse et uniquement en bourse, hein. Je pense que vous l'avez compris, l'immobilier, ce n'est pas mon truc préféré. Pourquoi la bourse? Parce qu'il y a une meilleure liquidité. Les rendements sont généralement, même très généralement supérieurs, sur le long terme, à l'immobilier et il y a quasiment zéro contrainte de gestion. Franchement, si vous faites que de l'ETF, que de l'investissement passif en ETF, c'est vraiment très, très simple à mettre en place. Vous vous connectez une fois par mois, vous faites votre DCA et on n'en parle plus. Il y a même pas besoin de lire un article, de quoi que ce soit en bourse. C'est machinal. Vous connectez, vous mettez votre DCA et vous déconnectez. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, personnellement, je suis pour un FIRE qui est plutôt équilibré, plutôt que drastique. Personnellement, je ne suis pas un adepte, de la privation extrême, hein, le fait de calculer le moindre centime, faut pas que j'aille boire de café, faut pas que j'aille prendre un apéritif et cetera. Pour moi, c'est pas trop ma conception de la vie. La vie est faite pour être vécue et peu importe notre âge, hein, d'ailleurs et dépenser de l'argent, se faire des plaisirs, qui coûtent pas forcément de l'argent, hein. Une sortie au parc Astérix, en vrai, je dis ça, mais je déteste les parcs d'attractions. Mais voilà, une sortie, je sais pas, au bar, au restaurant et cetera, ça fait partie, de la vie et pourquoi, comment dire? Pourquoi «s'infliger» entre guillemets de faire très peu de sorties quand on en a un peu les moyens? Je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. On reste humain, l'argent, ça reste, c'est fait pour être dépensé aussi. Mais encore une fois, toujours avec, cet esprit long terme, donc ça ne sert à rien de faire des restaurants 5 jours sur 7, autant en faire 1, 2 par mois. Je trouve que c'est, plutôt un bon compromis. Donc pour ma part, de ce qu'on vous a proposé, ça serait un mixte entre le cost fire, donc le capital accumulé tôt. En l'occurrence, vous le savez, j'ai de l'argent en bourse, à peu près, 25 000 €, qui vont au fur et à mesure, grandir. Donc ça fait partie du cost fire, d'où, forcément mon PEA et mon CTO. C'est de l'argent qui oublié, hein, je suis pas du tout en mode, je vais repiocher dedans pour payer une voiture et cetera. Je le laisse fructifier ad vitam aeternam et ça me servira pour ma retraite, quand je l'aurai décidé. Et donc c'est un mixte entre le, cost fire et le barista fire. Une fois que mon capital est plein, une fois qu'il va exploser, heu, je pourrais partir en retraite, mais encore une fois, pour ma part, l'humain n'est pas fait pour ne rien faire et pour glander dans sa chaise ou dans son lit. Donc l'idéal, je pense que c'est vraiment de commencer des projets, des podcasts. Bon, en l'occurrence, on a commencé avant avec Hugo ou même une petite entreprise artisanale. Le fait d'avoir un capital de côté qui est solide et qui travaille va vous permettre d'avoir, une vision plus long terme et de vous lancer en fait, hein, tout simplement, de faire des trucs.
Après, pour entrer un peu plus dans le détail, je pense sincèrement que l'essentiel, c'est de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Et c'est peut-être utopiste de dire ça, mais je pense que si on a 20 ans, même 30 ans, c'est possible de changer et de chercher ce qui nous convient le mieux. Je ne suis pas forcément, comment dire? Je suis pas du tout, quelqu'un qui est contre le travail, bien au contraire. Après, faire un boulot par dépit à cet âge-là, pour moi, n'est pas concevable. On est jeune, on n'est pas pris à la gorge, on n'a pas des enfants, et cetera. Enfin, après, ça dépend de votre âge, hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, entre 20 et 30 ans, je pense que c'est le moment de, au lieu de faire des études de psycho pendant 8 ans, peut-être chercher un travail qui nous sert à faire quelque chose et qui nous plaît. Donc, pas hésiter à changer. Et personnellement, mon objectif, c'est d'ouvrir ma société. Je pense dans l'artisanat parce que c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce que je fais actuellement, de faire mon entreprise et bah, forcément, mon travail, ça sera ma passion, donc ça ne me dérangera pas de travailler dedans parce que c'est ma passion. Et donc les bénéfices de cette société seraient réinvestis, dans la croissance organique. Alors ça, c'est utopiste, hein, pour l'instant, j'ai ni la société, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait se passer. Donc, Jean capitaine avec les d'industrie. Jean capitaine d'industrie, le futur Bolloré français, attention. Heu, donc avec les bénéfices, je les réinvestirai une partie dans l'entreprise, hein, faut pas oublier, donc croissance organique oblige, avec l'achat de machines, des camions, un local. Je suis un peu contre investir dans l'immobilier, mais pour une société, c'est toujours mieux, hein, investir, avoir les murs de la société, c'est un grand, grand plus. Et aussi donc la croissance organique et la croissance externe, ça peut se faire par des rachats d'un fournisseur ou le rachat de parts d'un fournisseur qui peut être une éventualité, par la suite une fois que l'entreprise aura bien, grandi. L'autre partie, du bénéfice net de l'entreprise serait entièrement investie en bourse. Je pense que si vous me suivez également, ça va être, beaucoup via mon CTO d'entreprise dans des actions américaines ou via le PEA très tranquillement dans, des ETF. Personnellement, l'immobilier, j'en suis un peu allergique, surtout en France. En fait, je vois pas où est le rendement incroyable que beaucoup me disent, hein, les influenceurs finance, enfin immobilier et cetera, qui promettent, des rendements incroyables, ils te proposent du rendement de 8-9%, ce que fait la bourse et ce que fait la bourse passivement. Alors que là, c'est, des rendements de 8-9% avec du Airbnb qui va être supprimé, du LMNP qui va être régulé et des travaux comment dire? Qui vont impacter ton rendement, futur. Donc personnellement, je vois vraiment pas où est l'intérêt. Hem, Après je vais investir, enfin personnellement, ce que je conçois le plus, ça va être d'investir dans un ETF tranquillement, avoir ses petits dividendes, faire quelques arbitrages. Je trouve ça plus passif, que l'immobilier qui est tout sauf passif, hein. Personnellement, j'ai vu mes parents en faire. C'était, bah, des esclaves de leur habitation et des investissements en immobilier. Il y avait toujours un truc à faire. On a toujours vécu dans les travaux. Là, vous pouvez avoir 200 millions d'euros de capital sur la bourse. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet, pas de travaux, pas de tout ça. Vous vous connectez, vous passez vos ordres, vous vous déconnectez. C'est simple. Et je pense très honnêtement que la liquidité d'un actif mérite un très gros premium. Le Bitcoin, l'or, la bourse notamment. Euh, Ça reste quand même quelque chose qui peut se payer plus cher et qui est pour moi un très très grand avantage. La bourse est pour moi la liberté, tandis que l'immobilier est plutôt la prison française. Alors bien évidemment, je veux ma résidence principale, mais l'investissement locatif n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Donc je suis contre un mixte de l'investissement. Pour en revenir à ce que tu disais juste avant, Hugo, moi je suis pour avoir ma société et investir en bourse ou même en Bitcoin par la suite au fur et à mesure. Mais moi je suis pour ce qui fonctionne le mieux et pour moi c'est la bourse et avoir son propre business. C'est surtout ça, se libérer du salariat, avoir son propre business pour voir, comme on dit, les ricains, à scaler à fond, parce que pour moi, ça a plus de sens. Et l'immobilier, vraiment, je mets ça de côté. Et je pense que pour faire du fire, après je te laisse conclure, Hugo, et je pense que pour faire du fire, il faut savoir se contenter un jour de ce que l'on a.
C'est vraiment la méthodologie FIRE, hein, c'est on arrête et on profite de la retraite. Alors que moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à avoir un, à essayer d'avoir 2 et quand j'ai les 2, bah, j'aurai 3. Or, le FIRE, on n'est pas trop dans cette configuration-là. Mon avis, après, il est très personnel. Il n'y a rien de plus beau et de plus glorifiant que, d'entreprendre et bah, de fonder une famille. En tout cas, c'est vraiment ma vision des choses et je ne me vois pas, me sacrifier des voyages, des sorties pour une méthode drastique comme le FIRE, le Lean FIRE, par exemple. Voilà, faut pas oublier et ça sera ma phrase de conclusion, faut pas oublier qu'on peut claquer, du jour au lendemain, enfin qu'on peut décéder du jour au lendemain. Donc c'est très important de vivre, faut pas oublier, hein, vivre sans risque, c'est risquer de ne pas vivre. Donc il faut vivre et il faut profiter, mais surtout, il faut épargner pour pouvoir vivre encore plus et profiter encore plus. Donc travaillez, épargnez, investissez et surtout, bah, ne jamais se contenter de ce que l'on a. Soyez français, parce que c'est important, mais soyez français avec une mentalité d'américain, ça sera encore mieux. Bah écoute, c'est une excellente conclusion, un excellent mot de la fin. Et je vais pouvoir embrayer un peu sur ma vision du FIRE. Donc pour moi, le principe du FIRE est très cool. Tu vois. Déjà, il y a plusieurs principes que j'ai déjà mis en place dans ma vie, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Déjà, la vie frugale. Tu vois, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu peux avoir une vie frugale tout en te faisant plaisir. Il suffit d'avoir des dépenses mesurées. On en avait déjà parlé, je crois que c'était dans l'épisode 2 du podcast, Oui. sur nos stratégies pour épargner. Je vous avais détaillé en détail comment je gère les budgets, tout ça. Personnellement, j'ai des budgets qui me permettent de contrôler au centime près ce que je dépense, tout en gardant de la flexibilité. C'est-à-dire que tu vas avoir, bah non, moi je vais avoir un budget plaisir. Ce budget plaisir, il est limité au centime près. Donc tous les mois, je sais exactement ce que je vais dépenser. Mais par contre, dans ce budget plaisir, je le dépense comme je veux. Tu vois, si on veut se prendre un Ricard à 16h quand je viens à Paris, on se prend un petit Ricard en terrasse à 16h. Il y a pas de problème là-dessus. Moi, je vais pas. Tu vois, j'aime bien me prendre un café de temps en temps dehors, un petit resto, faire des petits voyages de temps en temps, des petits week-ends. Mais il faut que ça reste Surtout que tu es un bon contrôlé, vivant. mesuré. Oui, mais cadré. Personnellement, tu vois, j'ai horreur du chaos et dès que j'ai une dépense imprévue qui me fait piocher dans une poche d'épargne qui était pas faite pour, ça me rend fou. Euh, il faut juste cadrer ses dépenses, les maîtriser, mais une fois que tu les maîtrises, tu peux faire des folies entre guillemets, enfin pas des folies, mais tu peux quand même vivre de manière tout à fait raisonnable et de manière tout à fait confortable. Donc tu vois, un exemple tout bête, l'expatriation, t'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour réduire ton niveau de vie, t'as juste à aller à la campagne. En France, la campagne, ça coûte rien du tout. Moi, j'habitais dans le centre de Paris avant, dans le deuxième. Je peux te dire que le budget course entre le Monop en bas de chez moi et maintenant le Leclerc à côté, il est drastique. Et surtout, la qualité des produits est drastique. Le Leclerc à côté de chez moi, j'ai du bœuf, j'ai du cœur de veau, j'ai du foie de veau, j'ai des huîtres, j'ai du lait cru, j'ai tous les fromages qui existent possibles et imaginables. C'est un bonheur, tu vois, pour s'alimenter en fait, et surtout ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Donc il n'y a pas besoin d'aller en Thaïlande, il n'y a pas besoin d'aller au Portugal, il n'y a pas besoin d'aller je sais pas où. Déjà, tu vas à la campagne, tu sors des grandes villes, le coût de l'immobilier sera beaucoup moins important, le coût de la bouffe sera beaucoup Ouais. moins important, tout coûtera moins cher en fait, tout simplement. Et ensuite, bah Il faut évidemment, arrêter. Ouais, Ouais, vas-y. faut arrêter de toujours vouloir partir de la France, tu vois, la Malaisie, Dubaï, Phuket, les États-Unis. Je pense que le rêve américain ou le rêve dubaïote peut très bien se faire en France. Alors, c'est compliqué par rapport à nos taxes, mais honnêtement, Bah oui et non. je Enfin, pense que on va y revenir, je mais pense que la France a vraiment son intérêt. Je trouve pas, en fait, je comprends pas trop le truc du toujours vouloir s'expatrier. Je pense que la France en a quand même pas mal d'avantages et je pense qu'après c'est bien à nous de sûr. les saisir et de vivre avec les taxes, etc. Voilà. Puis, je sais pas toi, mais moi, Dubaï, ça me fait pas du tout, mais alors pas du tout rêver, hein. Non, pour moi non plus, Jamais mais je pourrais vraiment vivre pas. là-bas. Tu vois, c'est comme, alors je suis désolé pour nos amis suisses, mais tu vois, j'avais pour projet de m'expatrier en Suisse à un moment, il y a quelques années. J'y suis allé en Suisse, hein. Je suis allé, j'ai visité Genève, j'ai visité Lausanne, tout ça, un peu toute cette partie-là.
Même Gruyère d'ailleurs, très sympa le petit village de Gruyère. J'ai mangé une fondue suisse à Gruyère. Bref, la Suisse c'est déprimant, jamais je pourrais habiter là-bas, tu vois. C'est très austère. C'est très C'est austère et puis déprimant la Suisse. ouais, moi je suis pas très fan. Honnêtement, moi le seul pays où je pourrais m'expatrier là-bas, parce que je trouve que la qualité de vie est très proche de la France, c'est l'Italie. Parce que tu as les bons produits, tu as une culture qui est quand même très proche de la France, et, euh, et voilà pour le paysage, etc. Enfin, je Mm. trouve que de ce qui nous entoure, tu vois, mentalité espagnole, je supporte pas. Mentalité portugaise, je connais pas trop, mais franchement, le Portugal, ça m'attire pas tant que ça. Mais je pense que vraiment l'Italie, c'est vraiment le bon compromis. Mais encore une fois, je préfère rester en France et faire comme les bons retraités, le 6 mois, 6 mois, 6 mois Italie, 6 mois France, et puis voilà. Ouais, Je exactement. te laisse reprendre. Exactement. Donc voilà, tu vois, t'as pas besoin de partir à Dubaï. Déjà, tu vas à la campagne. Alors, c'est pas forcément facile, tu vois, si t'as un boulot salarié, effectivement, déménager à la campagne, ça peut être très compliqué. Mais on va en reparler juste après. Mais tu vois, deuxième poste de dépense évident, c'est la voiture. Putain, les gars, achetez pas une voiture neuve et prenez pas de leasing. C'est le pire truc au monde. Je sais pas, tu veux trouver une voiture d'occasion pour 3000, 4000, ça suffit largement. Enfin, ça t'amène d'un point A à un point B, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une Audi, je sais pas quoi. T'as pas besoin d'avoir une BMW. On s'en fout, tu vois. Plus important d'avoir de l'argent en bourse que d'avoir de l'argent dans tes pneus. Alors, Enfin bref. je pense très honnêtement que tout dépend des passions, parce que tu vois, et je pense que alors à mon âge, avoir une Audi A3 Sportline 280 chevaux, ça sert à que dalle, on est d'accord. Mais je pense que ça va dépendre de ce que l'on aime, mais tu vois, moi personnellement, je travaille pour avoir ma GT3 RS. Porsche, pour ceux Mais qui non, mais connaissent pas. évidemment, mais Jean, moi aussi je suis passionné de bagnole. Moi aussi j'aimerais bien avoir une Mercedes 300 SL dans le garage, tu Il vois, a, ou une en plus, Ferrari il dit ça, 250 GTO. Mais il dit ça, mais il a un objectivement, sacré gamos, hein. Il dit ça, mais il a un sacré gamos, hein. Donc attention les amis, hein. N'écoutez pas objectivement, Hugo. non, 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 mec, ma voiture elle a coûté 4000 € d'occasion, c'est pas du tout. Mais mais c'est le top du top. Mais pour ce prix-là, franchement, je pense que c'est le top du top, hein. C'est le Intérieur top du cuir et top. tout. Intérieur cuir. Par contre, c'est une tannée pour faire un créneau, mais. Mais non, mais moi aussi, je suis passionné de voitures. Toi, j'adorerais avoir une petite Porsche, j'adorerais avoir une Ferrari 250 GTO, une Jaguar Type E, bien évidemment. Mais objectivement, c'est le genre de plaisir que tu te fais quand t'as 50, 60 ans, que t'as déjà atteint tes objectifs financiers et que tu peux te permettre de claquer 50, 100, 150 dans une bagnole parce que voilà, tu peux te le permettre, t'as déjà 2 millions de patrimoine et puis voilà. Mais objectivement, les mecs, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais quand t'as 20, 25, 30 ans et que t'achètes une putain de caisse à 40 000 € ou que tu fais un leasing à 500, 600 € par mois pour une voiture, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Mais bref. Donc voilà, le choix de l'endroit où on habite, donc privilégier la campagne forcément pour économiser. Le choix de la voiture, occasion, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous payez cash d'occasion, essayez de prendre un truc qui consomme pas trop. Bon, j'avoue, j'ai pas appliqué cette règle, mais elle tête, elle tête la voiture. Mais surtout ensuite, pour moi, le point le plus important, c'est de très très vite essayer de monter un business. Pourquoi? Parce que en France, on a souvent tendance à critiquer les impôts. Et c'est vrai, mais il faut pas oublier qu'en France, il y a vraiment, enfin, dans le monde entier, hein, tu as deux types d'imposition. Tu as l'impôt pour les particuliers, l'impôt pour les sociétés. En France, les sociétés ne sont pas beaucoup taxées. On est dans la moyenne mondiale, on n'est pas forcément extrêmement taxé au niveau des sociétés en France. On a 25% d'impôt sur les bénéfices, c'est pas exceptionnel. Il y a des pays qui ont plus, il y a des pays qui ont moins. On est globalement dans la moyenne. Par contre, c'est vrai que pour les particuliers, on est extrêmement taxé. Donc, si tu veux générer du cash en France et optimiser fiscalement, il faut une société. Et là, pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, t'es salarié. Bon, là, tu peux pas, à part monter un side business, ce qui est déjà une très bonne première étape, tu peux pas forcément faire plus. Ensuite, la deuxième étape, c'est potentiellement de passer en freelance. Si tu as des compétences qui sont exportables sur un métier freelance, typiquement quelqu'un qui fait du dev, bon, ça devient de plus en plus compliqué avec l'IA. Mais je pense qu'il y a encore moins 5-10 ans, peut-être 5 ans, peut-être 2-3 ans si ça va vraiment vite, mais bref.
Mec, t'as regardé la dernière vidéo d'Underscore avec le patron de Mistral ou pas? Celui qui a été interviewé, le PDG? Moi, le PDG de Mistral, je sais plus Ouais, comment j'ai il regardé. s'appelle. T'as vu l'IA qui te génère des bouts d'interface en Ah, moi, direct? j'ai écouté en podcast. Ah, à un moment, il demande à l'IA de lui afficher la météo du jour. L'IA, elle te génère en temps réel un widget de météo. Genre une interface de météo, comme ça, quand tu ouvres ton iPhone, le petit widget de météo, l'IA, elle te le C'est un génère en temps délire. réel. Mais c'est monstrueux et c'est C'est un propre délire. en plus. C'est un Donc, délire. C'est pour ça que, honnêtement, l'IA, moi, je trouve que, honnêtement, faire du dev, soit t'es très bon, soit t'es mort. Si t'es comme moyen, beaucoup de métiers, hein. t'es mort. Dans ces métiers remplaçables, ouais, tu vois. Hmm. Mais je pense que, tu vois, t'es cuisinier, t'as des compétences assez moyennes en Oui, cuisine, tu peux encore te débrouiller, tu bien vois. sûr. Mais je trouve que vraiment, le secteur informatique, le secteur technologique, il est pas mort dans l'œuf, tu vois, mais si, honnêtement, si t'as pas une formation ingénieur, t'es out, Hmm. tu vois. En tout cas, si tu veux rester en tant que salarié. Après, tu peux toujours monter un business, etc. Mais pareil, t'as une application bonne et les applications moyennes, elles dégagent, tu vois. Donc, je pense que vraiment, c'est ça la différence. Honnêtement, moi, je trouve ça, monter un business, un side business ou même un business en freelance, etc. Je trouve que t'es vite grand remplaçable, tu vois. Tout à fait. Mais du coup, tu as un peu voilà, ces trois étapes-là pour sortir du salariat. Première étape, bah, tu es salarié. Deuxième étape, tu passes en freelance, donc tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Mais au lieu d'avoir un employeur, tu en as plusieurs, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, des clients, c'est comme des patrons. Euh, C'est vrai. et C'est vrai. ensuite, tu as la troisième étape, c'est de vendre des produits. Et là, quand tu vends des produits, tu décorrèles tes efforts de ton temps. Ça peut être n'importe quel type de produit, hein. Ça peut être un site e-commerce où tu vends des cactus, j'en sais rien. Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être voilà, une application. Tu vois, je prends mon exemple. Ça peut être plein de choses, des produits. Tant que c'est un produit en fait qui ne nécessite pas du temps, donc qui n'est pas un service, grosso modo, c'est la différence entre un produit et un service, j'ai envie de dire. Bah, comme dit Warren Buffett, voilà, tu génères de l'argent quand tu dors. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Et je pense que c'est hyper important pour tout le monde. Après, c'est peut-être pas forcément destiné à tout le monde, mais je pense que si vous êtes sur ce podcast, vous avez tous à peu près une mentalité d'investisseur, d'entrepreneur. Euh, mais je pense que c'est important pour Ouais. tout le monde d'essayer de monter son truc. Tu vois, ça peut commencer tout petit par un side business, mais juste si t'es salarié, que tu fais que du 35 heures par semaine, t'as largement le temps. Le matin, le soir, entre midi et deux, tu peux te poser au moins 2-3 heures par jour. Faut pas me la faire sur un side business, essayer de monter un truc. Ça peut être n'importe quoi, mais au moins essayer de monter son truc. Je pense que c'est hyper important, tout en gardant en tête qu'une fois que tu as ta société en France, niveau fiscal, c'est beaucoup plus light. Mais c'est surtout que, tu vois, aujourd'hui, le nombre de ressources, tu vois, avant, monter un side business, honnêtement, c'était pas évident. Je pense à une certaine époque, à l'époque de nos parents, etc. Mais aujourd'hui, il y a un niveau de ressources qui dégueule, tu vois, pour dire vulgairement. T'as- tu- Bon, en plus, encore maintenant, tu as Gemini, ChatGPT, tu as YouTube. YouTube, enfin, tu sais pas faire quelque chose, tu vas sur YouTube. Je trouve que le niveau de ressources est tel aujourd'hui que tu peux vraiment, vraiment créer quelque chose de toute pièce, tu vois. Il faut juste avoir, faut juste du travail, ça forcément, il faut avoir le courage de le faire et il faut se lancer. Mais pareil, tu peux commencer des trucs via ton portable. Il y en a, ils lancent des business via leur smartphone. Donc, tout est accessible. Il faut juste un peu de sacrifice. Tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, on va faire un podcast prochainement sur des idées de side business. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, même à nous partager des idées de side business. Ça peut être intéressant. On a pas mal de choses justement à vous présenter, des idées auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont parfois très intéressantes pour lancer des side business, qui demandent pas forcément beaucoup de temps et qui peuvent avoir des revenus assez intéressants et assez exponentiels. Bref, on vous prépare ça, ça va être très sympa. Donc globalement, pour revenir un peu à ma stratégie, personnellement, j'avais un taux d'épargne entre 50 et 60%, tu vois, en tant que salarié.
mais j'avais un side business à côté qui me permettait d'avoir ce taux d'épargne assez élevé tout en habitant à Paris. Maintenant que j'ai l'entreprise, c'est complètement différent. Je calcule ce taux d'épargne maintenant sur la société. Alors, je l'appelle plus taux d'épargne, mais taux d'investissement. C'est un peu ma marge d'investissement. J'ai 3 métriques, marge opérationnelle, marge nette et marge d'investissement, enfin, taux d'investissement. Pour le coup, j'ai pas de marge brute, tu vois, parce que j'ai pas de produit à acheter. Mais bref. Pour le moment, il est à peu près autour de 40% sur la société. J'aimerais le monter petit à petit. Ça va monter au fur et à mesure que les revenus vont progresser. Et personnellement, je ne vise pas de retraite anticipée car j'adore ce que je fais. En fait, j'estime quasiment être déjà en fire, tu vois, parce que je vis de ma passion aujourd'hui. Et pour moi, juste le fire, c'est de continuer à travailler sur IQ Invest jusqu'à la fin de ma vie et peut-être potentiellement léguer la société à mes enfants. Tu vois, si ça continue, pourquoi pas, on sait jamais. Même si avec les évolutions technologiques, avec l'IA, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Mais aussi longtemps que je pourrais faire ce que je fais, en tout cas, je le ferai parce que c'est ce qui me plaît tous les jours et je ne me vois pas travailler. En fait, pour moi, je suis déjà en fire et je fais déjà ce que je veux en fait toute la journée. Même si tu le sais, Jean, tous les deux on travaille énormément, on le fait avec plaisir, avec envie. Et s'il y a un jour, par exemple, où pour X ou Y raison, je travaille pas parce que voilà, je peux me le permettre. Tu vois, donc c'est hyper cool. Donc personnellement, j'ai pas de stratégie de sortie précise. Tu vois, j'ai pas forcément un objectif. Alors j'ai un objectif informel qui est d'atteindre 1 million de capital à 40 ans. Au début, c'était 30. Je me dis, ça commence à s'approcher très, très, très vite quand même. Donc, les 30, je pense que ça va être très compliqué. Mais 40 ans, je pense que c'est jouable. Il va falloir bosser, mais c'est jouable. Donc, c'est un peu un objectif informel. Mais après, voilà, j'ai pas de stratégie de sortie. Pour moi, il faut sécuriser le plus de capital possible. Et là, sky is the limit. Tu vois, une fois que t'as 1 million, t'en veux 2. Une fois que t'en as 2, t'en veux 10. Une fois que t'en as 10, t'en veux 20. Je pense que c'est un cercle sans fin, mais c'est cool, c'est sympa. Tu vois, tu finis comme Warren Buffett à la fin de ta vie. Après, t'as tellement de... Alors si on fait, c'est tout le mal que je nous souhaite en tout cas. Mais bref. Ouais. De toute façon, vous serez là, les amis, pour voir où va FFP. N'oubliez pas que Joe Rogan, il a commencé avec, ou même Lex Fridman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un étudiant en MBA, je crois, qui a commencé des podcasts, mais vraiment des podcasts regardables, hein. C'est les miniatures dégueulasses, le son horrible, etc. Et maintenant, il a interviewé Bill Ackman, il a interviewé Jeff Bezos, il a interviewé Elon Musk. Il n'a pas Voilà, interviewé donc Trump aussi, non, je crois que c'est que Joe Rogan ça. ouais, c'est Joe Rogan qui a interviewé Ouais. Trump. Mais voilà, il a interviewé Alex Milei, Oui, Argentine, là, fuego, 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 avec Javier ouais, Milei. voilà, Javier Milei. Donc, vous verrez par vous-même où est-ce qu'arrivera FFP, mais je pense que ça peut aller loin. Ça peut aller loin, et puis de toute façon, on compte sur vous. Tout à fait. Et donc premier objectif, voilà, sécuriser le plus de capital possible. Et deuxième objectif, générer des revenus passifs pour ne pas avoir besoin de salaire / de chiffre d'affaires. Moi, l'objectif, c'est un peu comme toi, hein, c'est de réinvestir le plus possible les bénéfices de la société en bourse, en Bitcoin, pour sécuriser à la fois le plus de capital possible, mais aussi pour générer des revenus passifs via la société, générer des dividendes, potentiellement ensuite générer des loyers. On va reparler de l'immobilier juste après. Mais voilà, générer des revenus passifs via la société pour que la société elle-même génère du chiffre d'affaires, des bénéfices, sans forcément avoir besoin de vendre quelque chose, et ensuite peut-être potentiellement transformer un peu la société en fonds d'investissement passif, tu vois, qui génère pas mal de cash. Et le top, c'est de travailler tout en sachant qu'on peut ne pas travailler, donc la fameuse fuck you money. Si t'as pas envie d'aller bosser, t'y vas pas. Si ton patron t'énerve pour X ou Y raison, tu lui dis je me barre. Tu peux changer de boulot, enfin bref, t'as la fuck you money, en fait, c'est la liberté, juste t'es serein, t'as ton capital et tu travailles, même si tu sais que t'as pas besoin. Du coup, tu travailles par choix et non pas par obligation. Voilà, globalement. Si on fait un peu le point sur les 3 classes d'actifs sur lesquelles je me concentre, premièrement, on a la bourse. Pour le moment, j'ai 40% ETF, 60% actions. Les ETF, ils sont 100% sur le PA. Je pense que j'achèterai plus jamais d'ETF aujourd'hui puisque tous les investissements en bourse que je fais, ils passent par la société. J'ai pas envie d'acheter des ETF via la société. Je pense que j'achèterai que des entreprises, du stock picking, donc des entreprises de qualité qui génèrent ou non un dividende, mais qui ont du coup le potentiel d'en générer un à l'avenir et surtout de l'augmenter de manière très importante dans les 10-20 prochaines années.
euh, et surtout des entreprises qui peuvent croître leur cours de bourse de manière significative. Donc toute ma DCA action passe maintenant par la société. Et à titre personnel, si je dois racheter des actions / des ETF, ça sera sur le PEA, et ça sera très probablement des ETF. Tu vois, je pense que à titre personnel, je ferai plus de stock picking. Le stock picking que j'ai à titre personnel, il va rester là, il va grossir petit à petit. Et sur la société, ça sera que du stock picking. Et si je dois réinvestir en bourse à titre personnel, ça sera PEA, ETF. Je me prendrai pas la tête. Ouais, tu vois, Ensuite, ouais. Ouais, juste, je te coupe. Moi, franchement, par rapport à la société, moi, j'investirais des ETF, hein, en ETF aussi via la société. Ouais, bah, tu vas comprendre pourquoi après. Ah, ok. Tu Vas-y, vas je t'en comprendre pourquoi après. Et ensuite, donc on a l'immobilier. Donc pour l'immobilier, pour ma part, j'ai une stratégie hybride. J'ai une stratégie hybride parce que du coup, je veux acheter ma résidence principale à titre personnel, car je me suis pas mal renseigné sur le locatif à titre personnel, tout ça. Le seul moyen de faire du locatif rentable en tant que particulier, c'est de faire du LMNP. Le problème du LMNP, on l'a déjà retourné dans tous les sens, c'est que c'est un régime fiscal avantageux qui peut se faire, grosso modo, sucrer à tout moment par l'État. C'est déjà dans les cartons depuis des années, on l'entend tous les ans, c'est remis sur la table. Je pense, honnêtement, on est en France, tôt ou tard, ça va tomber, tôt ou tard, il y aura plus de LMNP. Et quand bien même le LMNP survit, tu vois, personnellement, je ne serais pas serein de me dire je prends un crédit sur 25 ans pour acheter un appartement, faire du LMNP, tout en sachant qu'il y a une probabilité pour laquelle, durant ces 25 ans, ce régime fiscal soit sucré. Donc voilà, ça c'est un risque que je ne veux pas prendre. Donc personnellement, je ne vais pas faire de locatif à titre personnel. Je n'achèterai que ma résidence principale. Et une fois la résidence principale achetée, je ferai du locatif, mais via une société. Via une société, soit via une SCI à l'IS, donc une entité séparée de ma société commerciale IQ Invest aujourd'hui, soit directement via la société IQ Invest. C'est tout à fait faisable. Hein. Personnellement, j'ai inscrit activité d'investissement dans les statuts de la société. Tu vois, donc en soi, je peux acheter n'importe quoi. Enfin, je peux acheter tout ce que je veux via la société IQ Invest. Putain, Berkshire Hathaway, quoi. Et pour acheter donc de l'immobilier à crédit via une société, en général, pour avoir le crédit, il faut avoir sa résidence principale à titre personnel. C'est quelque chose qui est énormément demandé par les banques. Il faut savoir que le crédit différentiel qui est souvent prôné, enfin le calcul différentiel du crédit qui est du taux d'endettement qui est souvent prôné par les gourous en immobilier, en fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Enfin, t'as aucune banque en fait qui calcule ton taux d'endettement en différentiel. Donc si tu fais de l'immobilier locatif à titre personnel, tu vas pouvoir en faire 1, 2, peut-être 3, mais après tu pourras plus jamais en refaire. Donc le seul moyen de faire du locatif durable, ne pas dépendre du LMNP, ne pas se faire découper par la fiscalité et pouvoir scaler, c'est via une société. Et pour avoir un crédit via une société, il faut avoir sa résidence principale et il faut investir sur des gros projets, notamment des immeubles de rapport. On va pas vous prêter pour un crédit sur une société pour acheter un studio à 50 000 euros. Ça, c'est mort. Donc voilà, globalement, pour ma part, j'aimerais vite embrayer sur la résidence principale, tu vois, mais j'ai madame qui est dans les études, elle a envie d'acheter la résidence principale avec moi, donc je vais attendre qu'elle finisse ses études, il y en a encore pour 1 an et demi, et dès qu'elle a fini ses études, on achète la résidence principale, et après on verra ce que ça donne. Et ensuite, donc le troisième pilier, donc il y a Bitcoin. Personnellement, je stack du Bitcoin le plus possible. À titre personnel, dès que j'ai un peu de cash de côté, tu vois, ça part sur Strike. Ça traîne pas ça traîne pas en euros, tu vois, ça part très vite sur Strike. J'ai de très fortes convictions sur Bitcoin, je pense que vous l'avez compris si vous suivez le podcast. Je pense pas forcément que ce soit intéressant d'être 100% Bitcoin à long terme, tu vois. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est assez intéressant à développer. Mais Bitcoin, c'est une monnaie. C'est une monnaie et je pense que c'est très complémentaire avec la bourse. Pourquoi ? Puisque les sociétés que vous achetez aujourd'hui, tôt ou tard, elles finiront par adopter Bitcoin comme le reste du monde. Et les sociétés, donc du coup, que j'ai en portefeuille, je suis convaincu que tôt ou tard, elles finiront par avoir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Puis elles finiront par générer des revenus en Bitcoin. Puis elles finiront par me verser des dividendes en Bitcoin. Tu vois, que ce soit en Bitcoin directement ou dans une monnaie indexée, adossée à Bitcoin. Donc, c'est tout à fait complémentaire, en fait, tout simplement, puisque
faut bien comprendre que Bitcoin a vocation à remplacer l'or historiquement en tant qu'étalon. Pour ça, je vous invite à lire The Bitcoin Standard, mais on a fait toute une série de podcasts dessus. Donc, grosso modo, Bitcoin sera le socle du système financier mondial. Ça sera l'étalon de valeur mondiale qui ne pourra pas être dévalué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le rendement de la bourse ? Le rendement de la bourse est en grande partie influencé par la création monétaire, par l'augmentation de la masse monétaire en circulation, ce qu'on appelle le fameux M2. On en a parlé pareil dans le podcast sur l'inflation. Allez voir, c'est très intéressant. Vous allez voir que les rendements boursiers sont extrêmement corrélés à l'inflation, à la création monétaire. Et en fait, c'est tout à fait logique, puisque quand il y a des liquidités qui sont créées, elles sont injectées en grande partie dans les marchés par des gens qui reçoivent ces liquidités, ou tout simplement, en fait, quand il y a de l'inflation, les entreprises augmentent leurs prix, en fait. Donc, elles augmentent leur chiffre d'affaires, leurs revenus proportionnellement à l'inflation. Et en fait, l'inflation monétaire, donc c'est à peu près de 6 à 8% par an, tous les ans. Et si on enlève ce taux d'inflation au rendement de la bourse, en fait, on se retrouve avec du 2, 3, 4% en termes réels sur les rendements boursiers. Donc en fait, on peut tout à fait imaginer que dans un monde avec un étalon Bitcoin, dans lequel donc il n'est pas possible de créer de la monnaie, il n'est pas possible de dévaluer la monnaie, eh bien les sociétés que vous allez acheter feront peut-être du 2, 3, 4% par an, vous verseront peut-être du 1, 2% de dividendes, et le tout sera mesuré en Bitcoin. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie et ma vision à long terme sur Bitcoin et la bourse. À noter aussi que les actions seront probablement beaucoup moins chères en termes de multiples de valorisation également dans un monde comme ça, puisqu'il y aura beaucoup moins de monétisation de la bourse, puisque la plupart des gens en fait laisseront leur argent en cash, en Bitcoin, qui ne perdra pas de valeur, mais qui gagnera de la valeur au fur et à mesure du temps. Voilà, je pense que j'ai fait le Du tour. coup, là, tu viens de débunker le FIRE parce qu'avec un taux d'inflation à 6-8% et en réel 3-4%, la métrique des 4%, enfin la règle des 4%, elle passe pas. Écoute, le problème de la règle des 4%, c'est que, comme on l'a dit, il se base sur un taux d'inflation de 2-3% par an. Mais ça, le problème, c'est que c'est les chiffres officiels de l'inflation. Et en fait, si tu prends les vrais chiffres de l'inflation monétaire, de la masse monétaire M2, en fait, c'est du 6-8%. Donc oui, effectivement, le FIRE marche pas du tout. Parce que si tu prends en compte dans l'inflation le coût de l'énergie et que tu prends en compte dans l'inflation le coût de l'immobilier, parce que l'immobilier est un bien nécessaire, un toit sur la tête, c'est dans la pyramide de Maslow, on en revient toujours au même. Forcément, si tu vis avec 4% par an, la maison que tu peux t'acheter au début de ton FIRE, tu pourras pas t'acheter la même à la fin de ton FIRE. Donc effectivement, 4% par an, pour moi, ça couvre pas l'inflation. Mais C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu, et c'est pas une vidéo debunk, la règle des 4%, mais tu vois, c'est une théorie, comme on l'a dit, qui date de 1994. On n'était pas du tout dans la même configuration niveau inflation et niveau monnaie en 1994 que en 2025. Donc honnêtement, moi, le FIRE, j'aime bien le concept parce que j'aime bien le concept de beaucoup épargner pour pouvoir profiter pour pouvoir profiter plus après. Un peu le principe aussi quand on avait fait la vidéo la mini-série sur le Bitcoin, avec notamment une préférence temporelle qui est basse. Donc préférer épargner, capitaliser aujourd'hui pour profiter toujours plus après. La préférence temporelle basse, donc qu'on avait si bien expliqué en étant très humble lors de notre mini-série sur le Bitcoin, et c'est bien fait. Et on avait fait même tout un podcast entier sur le concept de l'inflation, donc je vous encourage vraiment à aller le consulter, parce que pour le coup, il était vraiment bien réussi. Moi, j'étais content. C'était un concept qui est quand même assez particulier, hein. L'inflation, on le connaît pas forcément. Beaucoup de ministres ne savent même pas expliquer ce que c'est réellement l'inflation. Donc, on a essayé à moindre mesure de vous l'expliquer. Mais ouais, moi, le mouvement FIRE, c'est vrai que j'ai un peu du mal, parce que tu vois, là, avec ta conclusion niveau inflation, t'es mort dans l'œuf, quoi. Effectivement, la règle des 4%, elle se base sur les chiffres officiels de l'inflation, et on sait que les chiffres officiels de l'inflation, c'est pas forcément qu'ils sont truqués, c'est qu'ils sont avantagés. En fait, ils sont arrangés de deux manières. Ouais, arrangés. Ils sont arrangés premièrement parce que tout n'est pas pris en compte dans les chiffres de l'inflation. Typiquement, l'immobilier n'est pas pris en compte.
L'énergie souvent n'est pas pris en compte. T'as plein de choses comme ça en fait qui ne sont pas pris en compte dans les chiffres réels de l'inflation et que si ils étaient pris en compte, en fait, tu te rends compte que encore une fois, dans le podcast sur l'inflation, on montre les courbes, c'est très parlant. Le prix de l'immobilier, historiquement, ne montait pas. C'est-à-dire qu'une maison que tu achètes en 1600, elle vaut le même prix qu'une maison que tu achètes en 1800, voire même elle est probablement moins chère puisque tu as plus de maisons. Mais si ta population augmente aussi vite que ton nombre de maisons, techniquement, elle reste au même prix. Si ta population augmente plus vite que le nombre de maisons, le prix de l'immobilier augmente. Si ta population augmente moins vite que le nombre de maisons, ton prix de l'immobilier diminue. C'est l'offre et la demande. Mais historiquement, le prix de l'immobilier stagne. Historiquement, voilà, ta maison, elle vaut toujours à peu près la même chose. C'est que à partir des années 70 que le prix de l'immobilier a explosé à la hausse. Pourquoi ? Parce que l'immobilier est la classe d'actifs la plus sensible à la création monétaire, à l'inflation. Donc en fait, la croissance du prix de ton bien immobilier, c'est juste de l'inflation. Ton prix immobilier gagne pas de valeur, c'est juste ta monnaie qui s'effondre par rapport à ton bien immobilier, parce que ton bien immobilier, il est rare, il est limité, tu peux pas imprimer autant de maisons que tu veux, tu peux pas imprimer un appartement haussmannien dans Paris tous les 4 matins, c'est impossible. Donc ton immobilier, vu qu'il est rare, il est extrêmement sensible à la création monétaire. La création monétaire qui passe par le crédit, notamment par les crédits immobiliers. Où est-ce que vont les crédits immobiliers dans l'immobilier ? Donc forcément, le premier endroit dans lequel est injectée la liquidité, un des premiers endroits, c'est l'immobilier. Donc en fait, l'immobilier ne devrait pas augmenter. Et si tu prends en compte l'immobilier dans les coûts de l'inflation, forcément c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on t'annonce. Et deuxième point, c'est que dans les chiffres de l'inflation, souvent on arrange le panier de biens, puisque c'est comme ça qu'ils calculent les chiffres de l'inflation, le fameux CPI ou l'IPC en France. Tu prends un panier de biens, typiquement un caddie chez Leclerc, et tu vas mesurer le prix de ce caddie tous les ans, en fait, tout simplement. Sauf que si tu changes ce que tu as dans le caddie tous les ans, forcément, si tu remplis un caddie avec de la viande de bonne qualité, des fruits frais, des légumes frais, du fromage, ça va coûter beaucoup plus cher et le taux d'inflation sera beaucoup plus élevé que si tu remplis un caddie avec des chips, du coca, du riz et des steaks vegan à base de larves et de haricots rouges, tu vois. Forcément. Donc oui, les chiffres de l'inflation sont arrangés, je dirais pas qu'ils sont truqués, mais ils sont arrangés, et les chiffres de l'inflation officiels sont bien en dessous de la réalité, surtout depuis les années 2000, puisque les deux plus gros pics, il y a eu 3 grands pics inflationnistes dans l'histoire, les années 70, 2008 et 2020. Savoir que 90% des dollars en circulation ont été créés après 2020, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, bref. Petite parenthèse sur l'inflation. Sur l'inflation. Ok. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a bien débriefé sur le Fire. Bon, si vous êtes vous aussi déjà en Fire, donc si vous voulez vraiment partir en retraite et vous avez déjà développé des méthodologies, des taux d'épargne énormes, si vous avez déjà commencé à investir dans l'immobilier en bourse pour vraiment avoir cette méthodologie Fire et pas juste investir en bourse comme nous, on investit en bourse, peu importe le mode, que ce soit lean, cost, low Fire, etc. Ou que vous connaissez un Fire, donc quelqu'un qui a une méthodologie de partir en retraite le plus vite possible, nous aimerions faire un podcast avec vous. Donc on aimerait bien que vous nous donniez votre avis. N'hésitez pas à nous écrire en mail, tout est disponible en description, ou même aller sur mon adresse email ou celle d'Hugo. De toute façon, on vous recontactera. Donc écrivez-nous, parce que nous, on aimerait bien avoir votre avis, et on ferait pourquoi pas un épisode tous les 3 ensemble, ou si vous êtes encore plus nombreux, tous ensemble. Je pense que ça peut être sympa à redévelopper dans un podcast avec des personnes qui ont vraiment cette méthodologie Fire et qui l'ont appliquée et qui ont eu des résultats, surtout. Ça serait hyper intéressant. Voilà, s'il y en a parmi vous qui arrivent déjà à avoir un énorme capital, à avoir des revenus passifs intéressants et à potentiellement avoir déjà une retraite anticipée ou semi-anticipée, dites-nous, et ça serait hyper intéressant, je pense, d'échanger avec vous. Donc, contactez-nous.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ce podcast vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. Alors avant de partir, un petit rappel, hein, vous pouvez nous retrouver en tapant Focus Fondamental Podcast, le nouveau nom du podcast au cas frontable, sur toutes les plateformes de podcast ou encore YouTube et Instagram. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de laisser un petit like et même un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous et de vos finances. Salut Hugo, salut à tous. Ciao. Ciao.